Bien, alors donc je vais continuer donc le cours concernant l'architecture J2E. Donc je rappelle que jusqu'à présent, donc nous avons vu en fait principalement les parties suivantes. Donc la première partie, ça concerne donc l'inversion de contrôle et l'injection des dépendances. La deuxième partie, la deuxième partie, donc ça concerne donc la partie donc l'accès aux bases de données. Donc tout ce qui concerne le mapping objet relationnel. Nous avons parlé de l'API GPA, Hibernate, Spring Data. Donc ça c'est pour la partie accès aux bases de données, Spring Data. Bon, il y a des activités pratiques là-dessus. Après, la dernière partie qu'on a vue, donc c'est la technologie web J2E, les composants web J2E, dans laquelle donc nous avons vu donc la partie donc les concepts de base, à savoir servlet, JSP, MVC. Et puis donc nous avons terminé cette partie-là par la partie Spring MVC. Alors Spring MVC avec avec un moteur de template qui est Teamleaf. Alors ça c'est les éléments que nous venons de voir. Alors la dernière fois donc je vous ai fait une démonstration à la fin dans laquelle c'est une démonstration qui résume un peu tout ce qui a été fait. Donc je pense que cela démo il est importante donc pour rappeler donc tout ce que nous avons fait. Et donc dans laquelle j'ai montré comment créer un projet Spring Boot, comment créer une application, une petite application web dans laquelle on va gérer des produits, donc dans laquelle nous avons utilisé donc la partie accès aux bases de données avec Spring Data GPA, Hibernate, et puis nous avons utilisé donc la partie Spring MVC notamment avec Teamleaf, et puis bien sûr en utilisant le principe de l'injection des dépendances. Donc ça veut dire la dernière démo que j'avais faite, c'est important pour vous pour se repositionner déjà par rapport à, c'est-à-dire à tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et donc maintenant il reste, avant c'est-à-dire de rester sur des activités pratiques, un exemple d'application complet, donc il nous reste encore une partie qu'on devrait traiter en termes de concept, c'est la sécurité. Donc une partie qui est très importante, donc la sécurité des applications web. Ça c'est un enjeu qui est très important parce que quand on développe des applications, d'une manière générale, les applications web, il se trouve que les applications web, c'est la source des failles de sécurité, c'est la grande faille on va dire, à partir de laquelle généralement il y a des attaques, notamment des systèmes d'information. Il dit que donc il faut comprendre bien sûr comment sécuriser les applications web, quelles sont les bonnes pratiques en termes de concept. On va parler de quelques failles de sécurité qu'il faut connaître, pas toutes, parce qu'en fait il y a tellement beaucoup de failles de sécurité, mais vous aurez encore un cours sur la partie cybersécurité et vous aurez l'occasion de revoir un peu globalement encore la sécurité de manière générale. Et donc ici on va s'intéresser uniquement à la sécurité des applications web et particulièrement comment utiliser le framework Spring Security pour sécuriser les applications. Donc, pour parler de la sécurité des applications web, donc, je rappelle que pour sécuriser une application, il y a deux modèles d'authentification. Il y a deux façons pour créer un modèle d'authentification. Il y a ce qu'on appelle l'authentification stateful et l'authentification stateless. Alors, je vais vous expliquer la différence entre ces modèles d'authentification et après, vous allez comprendre, il n'y a pas de problème. Alors, dans l'authentification stateless, les données de la session utilisateur sont enregistrées côté serveur. C'est-à-dire que les données de la session sont enregistrées au niveau du serveur. C'est dans la mémoire du serveur qu'on va enregistrer toutes les sessions des utilisateurs authentifiés. Alors que dans l'authentification stateless, les données de la session utilisateur sont enregistrées dans ce qu'on appelle un token, c'est ce qu'on appelle un jeton d'authentification. Et ce token va être délivré au client.
il va être délivré au client et après c'est le client qui va gérer sa propre session. Donc autrement dit, donc, dans l'authentification stateless, la session est gérée côté serveur et dans l'authentification stateless, la session est gérée côté client. Alors pour vous expliquer mieux la chose, regardez, ici donc j'ai un diagramme de communication ou bien de séquence qui montre comment fonctionne l'authentification stateful. Alors dans le modèle d'authentification stateful, qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui se passe, c'est que pour qu'un client puisse s'authentifier, il a d'abord besoin de saisir son username et son mot de passe. Donc il va saisir son username et son mot de passe. Alors généralement, le serveur va récupérer ces informations. Et puis le serveur suivant, il a besoin de consulter la base de données, là où se trouvent généralement les utilisateurs. Et à partir de la base de données, le serveur va récupérer username. Il va récupérer le mot de passe qui est stocké dans la base de données. Donc vous voyez, donc il y a le mot de passe saisi par l'utilisateur. Et puis il y a le mot de passe qui est saisi dans la base qui se trouve dans la base de données. Et puis il va récupérer également les rôles. Alors pourquoi les rôles? Parce que généralement un utilisateur au niveau de la base de données, vous avez souvent dans la base de données, vous avez deux tables. Il y a une table users dans laquelle souvent on va trouver des informations comme username, le mot de passe, l'adresse mail, etc., les informations sur l'utilisateur. Et puis il y a une table dans laquelle on va stocker les rôles parce qu'un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Donc vous pouvez avoir un utilisateur de type user, admin, c'est par exemple client, etc. Donc généralement, quand on crée un système d'information, vous savez, plutôt quand on va créer un système informatique, la première des choses qu'on définit, c'est ce qu'on appelle les acteurs. Alors les acteurs, alors si vous dites par exemple j'ai l'acteur user, j'ai l'acteur étudiant, et j'ai l'acteur admin. C'est-à-dire que dans le système, alors quand on accède à une application, généralement nous avons besoin de faire l'authentification. Alors ici donc vous avez l'authentification. C'est-à-dire pour accéder aux opérations, il faut passer via l'authentification. Alors donc, et du coup, donc, une fois qu'on est authentifié, c'est qu'on a un rôle. Par exemple, c'est les rôles que nous avons ici, il y en a trois. Il y a le rôle user, le rôle étudiant et le rôle admin. Donc, ce qui fait que quand on va vers la base de données, on va récupérer à partir de la base de données username, le mot de passe et les rôles. C'est-à-dire cet utilisateur-là, quels sont les rôles qu'il a? Il a peut-être le rôle user, il a le rôle admin. On peut avoir plusieurs rôles dans une application. Alors, donc, autre chose, c'est que généralement, une fois qu'on va récupérer donc, ces informations à partir de la base de données, c'est que le serveur va comparer le mot de passe. Donc, il va comparer le mot de passe saisi par l'utilisateur et celui qui se trouve dans la base de données. Il va les comparer. Alors, si le mot de passe saisi par l'utilisateur et celui qui se trouve dans la base de données est le même, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une session. Alors, c'est quoi une session? Une session, c'est tout simplement c'est un objet qui va être créé dans la mémoire du serveur, et dans lequel on va stocker des informations sur l'utilisateur. Alors, quelles sont les informations qu'on va stocker dans la session? Il y a notamment username, par exemple, et également les rôles. Vous voyez donc ça c'est user 1, il a les rôles user et admin par exemple. Alors chaque session qui est créée dispose de ce qu'on appelle un session ID. En fait le session ID c'est le numéro de la session et donc c'est un numéro qui est généré de manière aléatoire de façon à ce qu'il soit unique. C'est un identifiant unique de la session. Alors donc toutes les sessions qui sont générées généralement sont stockées dans une collection de type map dans laquelle vous trouverez généralement la clé, c'est le session ID et la valeur, c'est tout simplement c'est la session elle-même. Donc, c'est-à-dire on aura quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ici, donc, j'ai un utilisateur qui vient de s'authentifier, donc il y a une session. Alors, s'il y a un autre utilisateur qui s'authentifie, on va lui créer encore dans cette liste-là, on va ajouter le numéro de la session
et après on va garder sa session, etc. Donc ici, donc la session, il est stocké côté serveur. Alors maintenant, une fois que le serveur crée la session de l'utilisateur, et bien, il va envoyer dans la réponse HTTP, ben, qu'est-ce qu'on va envoyer au client? On va lui envoyer tout simplement le numéro de sa session. Alors par exemple, ici la session, son ID c'est 1, 2, 3. Ben, dans la réponse HTTP, je vais envoyer le session ID de cet utilisateur sous forme d'un cookie. Alors en fait, dans le protocole HTTP, il y a un concept qui est très important, c'est ce qu'on appelle les cookies. Alors vous voyez donc c'est quoi les cookies? Ben, les cookies, c'est des fichiers qui sont stockés dans la machine du navigateur. Dans votre machine, le browser, le navigateur web, stocke des fichiers temporaires dans lesquels il va stocker ce qu'on appelle les cookies. Alors dans les cookies, on va stocker des informations relatives à un client, un navigateur web. Alors dans les cookies, on stocke des informations et parmi les informations qui sont stockées dans les cookies, il y a le numéro de la session. C'est-à-dire si vous êtes authentifié, une fois que vous êtes authentifié dans une application, et bien tout simplement la session elle est créée côté serveur, c'est-à-dire les données de votre session, ils sont là, ils sont dans le serveur, mais le client qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit que le numéro de sa session. Et ce numéro de session, il est stocké souvent dans les cookies. Alors, ça c'est l'authentification stateful. Donc, vous voyez, donc, dans l'authentification stateful, les données de la session sont enregistrées côté serveur, alors que le client reçoit son numéro de session. Alors maintenant, à chaque fois que le client envoie une requête à partir de sa machine, si vous cliquez sur un lien dans votre page, par exemple, eh bien, vous allez envoyer une requête vers le serveur pour demander de faire quelque chose. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les navigateurs web, à chaque fois vous lui demandez d'envoyer une requête vers le serveur, il envoie automatiquement les cookies. Donc, c'est-à-dire que les cookies, c'est des informations qui sont gérées par le navigateur web. Bon, à chaque fois que votre navigateur web vous envoie une requête vers, par exemple, le site de Gmail, ben, automatiquement, le navigateur, avant d'envoyer la requête, il regarde les cookies. Tous les cookies qui concernent Gmail, il les envoie automatiquement dans la requête. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que vous envoyez une requête à partir de votre machine, vous allez envoyer votre session ID. Alors maintenant, la question, comment le serveur peut savoir qui vous êtes? Et bien tout simplement, c'est grâce à ce numéro de session. C'est-à-dire le serveur, il va récupérer votre numéro de session. Et à partir de votre numéro de session, il va vérifier, est-ce que la session est ouverte? Oui, il est là. Et à partir de cette session, il sait qui vous êtes. Il connaît votre username, il connaît vos rôles. Et à partir de ces rôles, il peut savoir si vous avez le droit d'effectuer cette opération. Alors si avec ces rôles-là, vous avez le droit d'effectuer cette opération, ben, il va vous répondre avec une réponse HTTP, par exemple avec le status code égal à 200. Donc 200, ça veut dire c'est OK. Mais si vous demandez une ressource dont vous n'avez pas le droit, c'est-à-dire vous êtes authentifié, mais vous n'avez pas le droit d'accéder à cette ressource. Donc vous êtes par exemple authentifié, mais vous n'avez pas le droit de modifier ou bien de supprimer ou bien de faire des opérations. Alors dans ce cas-là, le serveur va répondre avec une réponse HTTP dont le code d'erreur est 403. Donc vous voyez donc 403, c'est un code d'erreur qui signifie not authorized. Alors en fait, c'est-à-dire que vous n'êtes pas autorisé d'accéder à une ressource. Alors en fait, dans le protocole HTTP, il y a deux codes d'erreur qu'il faut connaître. Il y a 401 et 403. C'est des codes d'erreur. Alors 401, ça signifie not authenticated. Alors que 403, ça signifie not authorized. Donc vous voyez déjà une chose qui est importante, c'est qu'il faut faire la différence entre l'authentification et l'autorisation. Alors not authenticated, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord saisir votre username, votre mot de passe,
Et après, il va vérifier le mot de passe pour vérifier est-ce que le mot de passe est bon. C'est à ce moment-là qu'il va vous créer une session. Il va vous ouvrir une session. Ça, c'est l'authentification. Et l'autorisation, c'est quoi? C'est que vous êtes déjà authentifié. Je suis déjà authentifié. Je voudrais faire une opération. Et quand vous demandez une opération, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Ben, il va vers votre session. Il va regarder vos rôles. Et à partir de vos rôles, il va regarder est-ce que vous avez le droit d'effectuer cette opération. Alors, si vous n'avez pas le droit, et bien dans ce cas-là, il répond avec 403, c'est-à-dire vous n'êtes pas autorisé. Alors, c'est bien ça l'authentification stateful. Alors, est-ce que c'est clair pour l'authentification stateful? Oui, c'est bien, monsieur. Voilà. Alors, maintenant, ça c'est l'authentification stateful, ça c'est important. Alors maintenant, l'authentification stateful, quand est-ce qu'on l'utilise? Alors généralement, si vous avez une application de type monolithique, alors si vous développez par exemple une application monolithique, donc je rappelle qu'une application monolithique, ça veut dire une application développée en un seul bloc. Comme on a fait la dernière fois, on a créé une seule application dans laquelle on gère les produits. Et donc, c'est une application monolithique. Alors, si dans votre application monolithique, vous utilisez un rendu HTML côté serveur, c'est-à-dire vous envoyez des requêtes et à la fin, il vous génère du HTML, c'est-à-dire si vous utilisez un moteur de template côté serveur comme Teamleaf, alors généralement, ça c'est la solution la plus utilisée. Donc, l'authentification stateful, il est plus pratique pour les applications monolithiques, avec un rendu HTML côté serveur. Mais par contre, si vous avez une application de type microservice, c'est-à-dire une application dans laquelle vous avez des applications distribuées, c'est-à-dire l'application se compose de plusieurs parties distribuées, ou bien si vous avez une application dans laquelle vous avez un back-end, par exemple, et un front-end séparé, avec une application mobile, par exemple, et là, vous utilisez Angular ou bien React. Alors, c'est-à-dire si vous faites un rendu HTML côté client, ou bien si vous avez une application mobile, par exemple, alors dans ce cas-là, l'authentification stateful n'est pas pratique. Ou tout simplement, si vous avez une application distribuée, c'est-à-dire derrière, il y a plusieurs microservices. C'est-à-dire votre backend, il fait appel à plusieurs microservices qui sont distribués. Alors dans ce cas-là, on ne va pas utiliser l'authentification stateful, mais plutôt on va utiliser ce qu'on appelle l'authentification stateless. Alors c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quoi l'authentification stateless et comment on l'utilise. Monsieur, Oui, j'ai une petite question oui. par rapport aux applications web service. Oui. Quelles sont les limitations d'utilisation de l'authentification stateful à ce cas-là? Alors en fait, les limitations, c'est que le problème, c'est ça, c'est que quand un utilisateur va s'authentifier, supposons que le serveur, et ici, ça c'est le serveur, il va créer une session, ici. Donc il va créer les sessions dans cette machine. Et après, la requête, il a besoin de l'envoyer vers un autre microservice. Ça c'est un microservice 1, et ça c'est microservice 2. Le problème, c'est que quand la requête, si cette requête-là est envoyée vers ce microservice, alors le problème, c'est que comment maintenant ce microservice peut savoir qui vous êtes? C'est-à-dire, Ah ouais, je il a comprends. besoin de la session. Mais la session, il est où? Il est dans une autre machine. Oui, On n'est pas sûr que ça sera envoyé au même serveur. exactement. C'est-à-dire, c'est Ouais. ça. C'est-à-dire, si on envoie la requête vers un autre service qui se trouve dans une autre machine, ce microservice, il ne peut pas savoir est-ce que vous avez le droit de faire cette opération. Pour cela, il a besoin d'avoir un moyen d'accéder à cette session. Parce que c'est la session et il se trouve dans une autre machine. Donc, si vous faites ça, si vous utilisez les sessions côté serveur comme ça, vous allez devoir utiliser des techniques qui sont un peu très complexes, comme par exemple créer ce qu'on appelle une mémoire partagée, en quelque sorte.
c'est-à-dire c'est-à-dire utiliser une solution qui permet de créer une mémoire district, une mémoire partagée, c'est-à-dire comment faire pour que ces sessions-là soient partagées à tous les microservices. Et là, vous aurez besoin d'utiliser des techniques comme Hazelcast ou encore comme par exemple des solutions de cache mémoire, etc. Donc les solutions existent, mais c'est un peu compliqué. Donc c'est-à-dire pour les applications distribuées, ce n'est pas pratique d'utiliser donc l'authentification stateful. C'est clair, merci, monsieur. Ok. Alors, pour cela, on va utiliser l'authentification stateless. Alors, c'est quoi l'authentification stateless? Regardez, c'est très simple. Alors, avec l'authentification stateless, pour s'authentifier, l'utilisateur, il va saisir son username et son mot de passe, comme toujours. Le serveur va vers la base de données, il va récupérer son username et son mot de passe. Et puis, si le mot de passe est bon, jusque-là, c'est la même chose. Alors, si le mot de passe est bon, alors ici, cette fois-ci, on ne va pas créer la session. On ne va pas créer une session côté serveur, mais on va générer ce qu'on appelle un token. Alors, c'est quoi ce token-là? Ce token, c'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères, tout simplement, dans laquelle on va stocker les informations sur la session de l'utilisateur. Alors, comme par exemple username, on va stocker dans le token username, on va stocker les rôles. On va stocker d'autres informations comme la date d'expiration, parce qu'un token, à un moment donné, il va expirer à une date. On va stocker d'autres informations comme par exemple la signature. Alors, la signature, c'est très important. Après, on va voir, je vais vous montrer comment en fait on calcule la signature d'un token. La signature numérique, il permet de garantir que ce token-là ne peut pas être modifié. Donc, ce token-là, quand vous allez le donner à quelqu'un, s'il subit une modification, on peut le savoir facilement grâce à cette signature numérique. Donc, ça, c'est l'idée principale. Mais il faut savoir que parmi les tokens les plus populaires, qui sont très connus, donc je vais vous le présenter tout à l'heure, il y a un token qui s'appelle JSON Web Token, JWT. Alors, JSON Web Token, c'est un token qui est le plus utilisé aujourd'hui dans les systèmes d'authentification et qui permet tout simplement représenter. C'est un token qui est créé en format JSON et dans lequel on stocke la session de l'utilisateur. Donc, vous voyez donc la session de l'utilisateur maintenant, elle est où? Elle est dans ce token-là, JWT. Et puis, ce token-là, on va le délivrer au client. C'est-à-dire, dans la réponse HTTP, je vais envoyer le token, le JWT par exemple, vers le client. Et après, si l'application cliente, par exemple le front-end web ou la mobile, va le stocker quelque part. Il va le cacher. Donc, il va le cacher quelque part dans... Alors, voilà. Alors, il va le cacher quelque part dans un local storage ou bien dans un session storage ou quelque part. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que c'est pas quelqu'un parmi vous qui m'appelle. Oui, on vous entend. Ah, mais c'est parfait. Voilà, ok. Donc, si vous voulez, donc le client, quand il récupère ce token-là, il va le stocker. Il va le stocker quelque part dans un local storage. Par exemple, pour les applications mobiles, ce token-là, on le stocke dans un fichier qui est sécurisé. C'est-à-dire, l'application mobile doit le cacher quelque part où il ne faut pas que d'autres applications y accèdent. C'est-à-dire, c'est un token qui doit être caché quelque part au niveau de l'application front-end. Alors, pour les applications mobiles, il n'y a pas de problème, donc généralement parce que les applications mobiles stockent ces tokens dans des fichiers. Et la particularité des applications mobiles, c'est que quand une application mobile crée un fichier, il n'y a aucune autre application qui a le droit d'accéder à ce fichier. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un secure storage. C'est un storage qui est sécurisé. Il n'y a pas d'autres applications qui ont le droit d'accéder à ces fichiers-là. Mais par contre, pour les applications web, ce n'est pas le cas. On utilise parfois ce qu'on appelle un local storage. Et le local storage, c'est le système de fichiers de votre ordinateur. Et vous savez, dans un système de fichiers d'un ordinateur, n'importe quelle application peut accéder à des dossiers, etc. Donc, ce qui fait que
quand on utilise une application web, donc on va voir, il y a des techniques qui sont utilisées pour le cacher quelque part, pour que d'autres applications ne le prennent pas. Ça, ce qu'il faut noter maintenant, c'est que dans l'authentification stateless, ben, la session, elle est où? Ben, la session, il n'est pas stocké côté serveur. La session, il est stocké, il se trouve dans un token, mais ce token, il est délivré au client. Regardez. Chaque client stocke sa propre session. C'est-à-dire que dans l'authentification stateless, la session, elle est gérée côté client. Donc, ça veut dire que dans votre application mobile, vous avez votre token dans lequel vous avez votre session. Et à chaque fois, si vous envoyez une requête vers votre serveur, ben vous envoyez dans la requête HTTP un header. Dans la requête HTTP, un header qui s'appelle authorization, dans lequel on envoie ce token. C'est-à-dire, à chaque fois que vous envoyez une requête vers le serveur, ben vous envoyez tout simplement ce token. Vous l'envoyez dans la requête, c'est-à-dire vous envoyez votre session. Vous dites au serveur, je veux faire ça, je veux effectuer un virement par exemple, mais voilà ma session. C'est-à-dire dans la requête, vous envoyez ce token-là parce que vous voyez donc le token, il contient les informations sur votre session. Alors maintenant, le serveur, quand il récupère la requête, il récupère ce token-là, par exemple JWT, et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord vérifier la signature. Alors, il y a une technique qui est utilisée, donc je vais vous la montrer tout à l'heure, qui consiste à vérifier d'abord si la signature du token est bonne. C'est-à-dire, si la signature est bonne, ça veut dire que ça, c'est la garantie comme quoi le token n'a pas subi des mises à jour. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification qui a été effectuée pour ce token-là. Donc, c'est généralement ce token de type JWT, s'il subit une mise à jour, automatiquement, on peut le savoir grâce à la signature, donc on peut le rejeter. Donc, si la signature est bonne, on va vérifier la date d'expiration, c'est-à-dire est-ce que le token n'a pas encore expiré. Alors, si le token n'a pas expiré, eh bien, tout simplement, on va tout simplement générer, plutôt s'il n'a pas expiré, on va, à partir du token, on va récupérer username, on va récupérer les rôles, et après, à partir du token, on peut savoir si vous avez le droit d'effectuer cette opération. Ben, si vous avez le droit, on va répondre avec 200, par exemple. Si vous n'avez pas le droit, on répond avec 401, ici. Alors que si vous avez envoyé un token, un JWT qui a expiré, donc s'il a expiré, il répond avec le code de 401, c'est pas 403. 401, ça veut dire not authenticated, c'est-à-dire votre token n'est plus valide. Alors, donc ça, c'est à peu près le principe de base. Alors, vous voyez donc ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que la différence entre l'authentification stateful et stateless, c'est que dans l'authentification stateful, les sessions sont gérées côté serveur, dans la mémoire du serveur, alors que le client reçoit uniquement le numéro de ses sessions. Alors que dans l'authentification stateless, ben, la session elle est stockée dans un token, et ce token-là, il est stocké chez le client. C'est-à-dire chaque client stocke son propre token dans sa machine. Ben, il est que donc l'avantage, c'est-à-dire ce modèle d'authentification stateless, c'est plus pratique quand on utilise par exemple des architectures microservices. C'est-à-dire vous avez un serveur, vous avez des microservices, par exemple M1, M2, M3, etc. Alors quand un client envoie une requête, il envoie son token. Et si par exemple le serveur va faire appel à un microservice, ben, il va lui envoyer tout simplement le token JWT dans la requête. Donc ça veut dire que le microservice, à partir du JWT, il peut savoir qui vous êtes, il peut savoir si vous avez le droit d'effectuer l'opération, il peut également vérifier la signature, etc. Donc c'est-à-dire, on peut faire appel à plusieurs microservices, et à chaque fois qu'on envoie la requête vers le microservice, on lui envoie la session. Donc vous voyez, donc la session, elle va avec la requête. Et ça, c'est ce qui est intéressant pour l'authentification stateless. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ok. Alors, Monsieur, oui. s'il vous plaît, je veux juste savoir la durée du Choconade. Est-ce que c'est nous qui déclare la durée au cours du développement ou bien il y a une durée? Effectivement, donc je vais y revenir tout à l'heure. Quand on crée le JWT,
parmi les informations qu'on met dans le token, il y a des dates. Il y a la date d'expiration. Donc, c'est à moi de, quand je, qui crée, c'est à nous de, quand on développe une application d'authentification, c'est à nous de dire, voilà, le token, je veux qu'il dure 30 minutes, ou là 30 jours, ou là 3 ans. Donc, c'est à vous de spécifier la durée. Mais après, par la suite, donc, je vais vous parler de cette durée-là. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser des durées d'expiration qui sont courtes et quand est-ce qu'on utilise des durées d'expiration qui sont longues. Ça, c'est des questions importantes. Je vais y revenir tout à l'heure. OK? Oui, monsieur. Oui, L'application monolithique, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. exactement. Alors, Alors, quelle est la différence par rapport à l'application avec plusieurs microservices? ben, l'application, ça, si je reviens un peu, par exemple, si vous avez une application dans laquelle une application de e-commerce, d'accord? Dans laquelle vous gérez, par exemple, les produits, vous gérez, par exemple, les clients et vous gérez les commandes, d'accord? Alors, si vous mettez tous ces modules-là, ces modules, vous les mettez dans la même application et dans le même serveur, et bien ça, c'est l'application monolithique. C'est clair, l'application monolithique? Oui, oui. Alors, si pour l'application microservice, qu'est-ce qu'on va faire? Pour la gestion des produits, on va créer un microservice. Alors, pour la gestion des produits, par exemple, le stock, c'est un microservice, c'est-à-dire une machine. Pour la gestion des clients, c'est un autre microservice. C'est dans une autre application. Et dans la gestion des commandes, par exemple, c'est un autre microservice. Et après, on va créer ce qu'on appelle une gateway. C'est un load balancer. Ce qui fait qu'un client, quand il envoie la requête, et bien la gateway, ça dépend. Si la requête concerne les produits, il va l'envoyer vers cette machine. Si c'est par exemple la gestion des clients, il va l'envoyer vers cette machine. Et si, par exemple, s'il y a des commandes, il va l'envoyer vers cette machine. Bon, après, par la suite, il y a les microservices qui vont communiquer, etc. Et ça, c'est un modèle qu'on va étudier après. C'est-à-dire, ça, c'est les architectures, tout simplement, les architectures microservices. En résumé. Est-ce que tu vois la différence entre monolithique et microservice? Oui, oui, d'accord. Oui, merci. Monsieur, est-ce qu'on va tester les deux types d'authentification sur les deux Oui, vous euh, allez travailler tout ça, les deux. architectures? Oui. Oui, ça marche, ça marche. Maintenant, bien sûr, on ne peut pas aller trop vite parce que d'abord, la première des choses, on va rester sur ça parce que nous sommes en train de travailler le modèle d'application monolithique. Il faut d'abord, parce que les applications monolithiques, en fait, c'est le standard, c'est les plus anciennes, etc. Donc, il faut comprendre ce modèle à travers, c'est ce qu'on est en train de faire avec TeamLeaf, par exemple. Et après, par la suite, on va faire un cours sur Angular et vous allez faire aussi un cours sur les applications mobiles. Et donc, vous allez voir tout simplement comment on va utiliser donc l'authentification stateless. Et du coup, donc, vous allez tester les deux. Mais à partir de l'année prochaine, vous allez travailler que les architectures microservices. Parce que c'est-à-dire les architectures. Déjà, à la fin de l'année, on va commencer l'architecture microservice. Mais ça va être détaillé beaucoup le programme de la deuxième année. Parce que c'est là où vraiment il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire. Monsieur, si Monsieur, j'ai une question. Oui, Pour les frameworks comme Laravel et Vaadin, est-ce ouais. que l'authentification stateless, on peut pas le faire? Ou bien Si, toutes les juste. technologies, hein. Dans toutes les technologies, vous pouvez faire soit l'authentification stateful ou bien stateless. D'accord, merci. Il y a une autre question, je pense. oui, monsieur. Oui. Je voudrais savoir à quel moment est-ce que nous allons aborder les différents types de design pattern. Parce que ça aussi, c'est un concept Alors ça c'est. auquel on a vraiment beaucoup besoin en tant qu'ingénieur logiciel. Non, il y a un cours qui concerne carrément les design patterns. Donc ça c'est un cours. Donc, nous allons voir carrément les 23 design patterns.
Bah, vous allez voir plus que les 23. Ah, ah, merci, monsieur. Non, parce qu'il y a les 23 design patterns, plus il y a les patterns d'architecture. Mais voilà, donc on est en route. Mais tout ça, vous allez le faire. Merci, monsieur. Merci. Il n'y a pas de souci. Monsieur, Oui. monsieur, s'il te plaît, une question. Alors, par rapport à l'authentification setlist, alors lorsqu'on parle de local storage GWT, est-ce qu'on parle d'un fichier qui va être stocké par exemple, dans nos dossiers temporaires, ou bien juste une chaîne de caractères qui va être stockée dans une zone mémoire? Alors, pour répondre à ta question, regardez le navigateur, par exemple, ici. Alors, ça, c'est le browser. Je vais vers, par exemple, ici, les outils de développement. Et je regarde ici quelque chose qui s'appelle Application, ici. Et vous voyez ici dans votre navigateur, il y a quelque chose qui s'appelle Local Storage, n'est-ce pas? Alors, par exemple, Facebook. Regardez Facebook, où est-ce qu'il stocke son Local Storage? Qu'est-ce que vous trouvez? Vous allez trouver des informations qui sont stockées par Facebook. Par exemple, ici, ça c'est pour Google Meet, vous voyez? Et ça, c'est quoi ça? Alors, Google Meet, il a stocké des tokens, etc. ici. Il y a Session Storage, il y a les cookies. Donc, vous voyez donc le navigateur web, généralement, quand il communique avec les sites web, ben, il utilise, par exemple, vous voyez donc pour Google Meet, il y a des cookies, c'est-à-dire qui sont stockés dans votre machine. Alors ça, c'est des cookies, c'est des informations qui sont stockées par le navigateur. Donc, ce qui fait que côté navigateur, il y a des systèmes de stockage. Donc, il y a des local storage, il y a des session storage, etc. Il y a des cookies, il y a plein de techniques. Et ça, généralement, si vous n'êtes pas un développeur, vous ne prêtez pas attention à ça. Mais que si vous êtes un développeur, il faut connaître ça. Il faut connaître à quoi sert chaque élément. Et même si vous êtes quelqu'un qui fait de la sécurité, qui s'intéresse à la sécurité, ben c'est important. C'est-à-dire, il faut savoir, ceux qui attaquent les systèmes d'information, ils vont souvent ici, ils vont regarder c'est-à-dire les cookies, ils vont regarder les local storage, regarder l'application qui still stock. Alors, s'il arrive à avoir des informations, il peut utiliser ça comme une source de faille de sécurité, etc. Justement, je vais en parler. Je vais parler de quelques failles de sécurité pour ce genre de choses. Allahu Akbar. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Oui. On avance. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. de quoi se compose la signature Get Token? Alors, Hanaji, donc ça, je ne vais pas encore parler de ça, je vais vous la montrer tout à l'heure, ça fait? Merci, monsieur. Donc, vous allez comprendre c'est quoi cette signature-là, et vous allez voir. Je pense qu'il y a un générateur, n'est-ce pas? Ouais, ne pensez à rien, Léonie, donc je vais vous expliquer. Ok, ça marche. Oui, il y a des algorithmes, bon, tout ça c'est de la crypto, parce que la signature c'est en fait c'est des algorithmes de hachage, mais je vais en parler tout à l'heure. Mais je ne veux pas maintenant compliquer les choses. Tout ce que je veux que vous fassiez pour le moment, c'est de faire la différence entre l'authentification stateful et stateless. C'est bon? Oui. Oui, oui, c'est bon, monsieur. Ouais. Alors, je vais juste vous donner un exemple d'authentification. Par exemple, dans l'authentification stateful, moi je suis par exemple, je suis un médecin. Je suis un médecin. Alors, vous êtes un client. OK? Alors, pour s'authentifier, vous allez me donner votre carte d'identité nationale, l'identité. Vous me donnez les informations. Et après, une fois que je vous authentifie, je vais créer une fiche chez moi, une fiche client, dans laquelle je vais mettre vos informations. Donc ça, c'est votre session. Et après, ici, donc, je vais mettre un numéro de session. Le numéro de dossier, par exemple, 55. Donc, vous voyez, donc, vous êtes authentifié. Alors, votre session, elle est chez le serveur. Elle est chez moi, chez le médecin. Et après, le médecin, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne que le numéro de votre numéro. Il vous dit votre numéro c'est 55. Alors ici, ça veut dire que c'est le médecin qui va se rappeler de toutes les sessions c'est lui qui va garder les sessions des clients. Est-ce que vous voyez ça?
Alors ça, c'est quelle authentification? C'est la première cifre. C'est stateful. OK? Donc, à chaque fois que le client va aller chez le médecin, à chaque fois qu'il veut appeler le médecin, il va lui dire, tiens, je suis le numéro 55. Je suis le client numéro 55. Et après, c'est le médecin qui va chercher la session, il va dire numéro 55, oui, je connais c'est qui, et j'ai les informations sur l'utilisateur. Parce que tout se passe côté serveur, côté fournisseur de service, si vous voulez. Alors, l'authentification stateless, c'est un peu différent. C'est comme si vous avez un client, par exemple ici, vous avez le médecin. Ben, le client, il va fournir d'abord ses informations pour s'identifier, la carte nationale. Et après, une fois qu'elle est identifiée, ben, le serveur, il va lui créer une carte, une petite carte d'accès. Il va lui donner une petite carte d'accès et après, il va lui donner cette carte. Et cette carte-là, c'est le token. C'est comme le JWT, si vous voulez. Et cette carte-là, vous allez avoir une carte d'accès. Mais si dans cette carte-là, il y a des informations sur vous, sur vos informations, ils sont là. Votre session, elle est là, dans la carte. Mais le médecin, lui, il va pas garder cette carte, il va vous la donner, il vous délivre la carte. Et comme ça, à chaque fois que vous voulez aller chez ce médecin, ou bien vous allez vers un autre médecin, vous voyez donc les systèmes distribués, c'est ça l'avantage. C'est que si vous voulez aller chez un autre médecin, ben vous lui donnez votre carte. Votre carte. Et comme cette carte-là, il a un format standard, et ben ce médecin, il va lire avec un lecteur, il va savoir qui vous êtes, quelles sont les informations, etc. C'est-à-dire, à partir de la carte, on peut vous connaître. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Alors après cet exemple-là, si c'est pas clair, il vaudrait mieux aller manger quelque chose. Alors, maintenant, si, donc, comme je disais, donc, dans un premier temps, on va regarder d'abord l'authentification stateful. Alors, il faut juste noter que l'authentification stateful utilise les cookies. Et le problème, c'est que les cookies, si vous utilisez les cookies, vous serez en fait confronté, vous serez exposé à une faille de sécurité qui est très connue. Alors cette faille de sécurité s'appelle Cross-Site Request Forgery, CSRF. Alors je vais vous expliquer cette faille de sécurité. Alors c'est quoi la faille de sécurité, la faille de sécurité CSRF? Donc c'est un type de vulnérabilité, qui consiste à forcer un utilisateur qui est authentifié, légalement dans une application, on va le forcer à effectuer une opération sans qu'il le sache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un utilisateur et vous avez une application. L'utilisateur, il va s'authentifier, il n'y a pas de problème. Il va accéder à l'application, il va présenter son username, son mot de passe. L'application, il va lui créer la session. Et après, sa session, elle est ouverte, il reçoit le numéro de sa session. Alors, c'est-à-dire, il y a un utilisateur qui est authentifié dans un site légalement. Et après, on va le forcer. C'est comme si vous avez quelqu'un qui va vous forcer. C'est comme s'il va vous mettre un pistolet sur la tête. Il va vous dire, allez-y, va me supprimer des données. C'est-à-dire, on va forcer un utilisateur avec des techniques et on va demander à l'utilisateur d'aller supprimer des données ou bien d'aller accéder à l'application, de transférer de l'argent sans qu'il le sache. Alors comment? Je vous explique, regardez. Alors, supposons que vous avez une application bancaire, par exemple, une application bancaire. Alors,
vous avez une application bancaire, vous voulez accéder à votre application bancaire, vous allez saisir votre username, votre mot de passe. Le serveur, il va vers la base de données. Il récupère vos informations, notamment le mot de passe et les rôles. Il vérifie le mot de passe. Le mot de passe de la base de données, il est le même que celui qui se trouve dans votre application. Donc, il va créer une session. Alors, cette session-là, c'est celle-là. Il va mettre des informations sur la session. Et votre session possède un numéro de session. Et puis, le serveur va envoyer dans la réponse le session ID sous forme d'un cookie. Automatiquement, le browser, dès qu'il reçoit une réponse HTTP avec un header set cookie et dans lequel il met ici donc session ID, automatiquement le navigateur web va stocker c'est-à-dire le session ID dans les cookies. Jusque-là, il n'y a rien de spécial, c'est l'authentification, stateful. Alors maintenant, il faut savoir une chose, c'est que les sessions, quand ils sont créés côté serveur, ils ont ce qu'on appelle un timeout. Donc les sessions côté serveur, ils ont un timeout. Alors ce timeout, ça peut être 20 minutes, ça peut être 15 minutes, ça peut être 5 minutes. Ça veut dire quoi un timeout de 20 minutes, par exemple? Ça veut dire que une fois que vous êtes authentifié, alors votre session, une fois qu'elle est créée, si pendant plus de 20 minutes, vous n'avez envoyé aucune requête vers le serveur, c'est à ce moment-là que le serveur va supprimer la session. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous fermez votre navigateur, vous êtes authentifié et vous fermez votre navigateur. Si vous fermez votre navigateur, eh bien la session, elle reste toujours dans le serveur. Votre session, elle est toujours ouverte dans le serveur. Il attend ce timeout. Une fois que ce timeout va dépasser, ce délai va dépasser et que vous n'avez envoyé aucune requête, c'est à ce moment-là qu'il ferme la session. Et donc, supposons que vous venez d'accéder à votre application bancaire, vous êtes authentifié, votre session elle est ouverte toujours, et que votre numéro de session se trouve dans les cookies. Alors maintenant, une fois que vous êtes authentifié, supposons, moi, je suis une personne mal intentionnée, je vais vous envoyer un email, par exemple. Je vous envoie un email, dans lequel je vais vous demander dans l'email, vous allez ouvrir cet email et je vous demande cliquez sur ce lien pour découvrir une bonne nouvelle. Bon, c'est des emails comme ça. Vous venez de gagner des millions de dollars, ou bien vous cliquez sur ce lien si vous voulez passer le reste de votre vie en vacances, ou bien. Ça, c'est des messages que vous recevez souvent, n'est-ce pas? C'est le phishing. Alors, c'est pas le phishing, ça c'est une autre attaque. Alors, regardez, donc ici, vous cliquez sur ce lien-là. Plutôt, vous avez un lien dans lequel je vous incite, parce que le phishing, c'est autre chose. Donc, je vous envoie un lien et je vous demande de cliquer sur ce lien pour découvrir une bonne nouvelle. Alors, si vous cliquez sur ce lien, là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que en cliquant sur ce lien, vous allez envoyer à partir de votre machine une requête vers votre serveur de la banque. Parce que si moi j'ai créé ce lien et en cliquant sur ce lien, j'envoie une requête. Ce lien, il pointe vers le serveur de votre banque. C'est-à-dire, en cliquant sur ce lien, vous allez envoyer une requête HTTP vers le serveur de votre banque pour lui demander d'effectuer un virement, c'est-à-dire un transfert d'argent de votre compte vers le compte de celui-là. C'est-à-dire, en cliquant sur ce lien, eh bien, on va vous voler de l'argent. Alors, comment ça se passe? Alors maintenant, le problème, c'est que quand vous cliquez sur ce lien-là, si vous cliquez sur ce lien, le problème des cookies, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en cliquant sur ce lien, vous envoyez une requête vers votre serveur. Et si vous envoyez une requête vers votre serveur, eh bien, le navigateur web envoie automatiquement les cookies. C'est-à-dire, dans la requête, il envoie les cookies. Or, dans les cookies, il y a votre numéro de session. Ça veut dire qu'en cliquant sur ce lien-là, vous envoyez une requête vers votre serveur et vous demandez de faire un transfert d'argent, mais vous envoyez en même temps le numéro de votre session.
Même si vous êtes déconnecté, monsieur, de l'application bancaire. Alors, si vous êtes déconnecté, si vous vous Je cliquez sur... déconnecté, pardon, monsieur, je déconnecté, mais j'ai supprimé la base des cookies. C'est bien ça. لا لا اسمع لي مزيان. Ouais. D'abord, je parle, la session elle est toujours ouverte. Si vous avez fermé votre navigateur et vous n'avez pas cliqué sur le bouton se déconnecter. Parce que si vous avez cliqué sur le bouton se déconnecter, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez une requête vers le serveur, vous lui dites je veux me déconnecter et le serveur va fermer la session. Et quand il ferme la session, bah, automatiquement le session ID il est supprimé des cookies. C'est ça se déconnecter. C'est-à-dire on ferme la session. Alors maintenant, supposons la session n'est pas fermée. C'est-à-dire tu viens d'ouvrir ton application elle est toujours ouverte. Ou bien si tu as fermé le navigateur, mais en même temps tu vas vers ton email, tu regardes ton email, il y a un lien, tu cliques sur le lien, bah, ton email n'a rien à voir avec ton application. Tu cliques sur le lien, et bien en cliquant sur ce lien, je vais te forcer, oui, je vais te forcer à envoyer une requête vers le serveur avec ta session, qui est toujours ouverte, vers le serveur. Alors le serveur, quand il reçoit la requête, il va regarder la session, la requête, il contient un session ID. Est-ce que la session est ouverte? Oui, il est là. Il sait qui vous êtes et vous avez le rôle. Et après, il trouve que vous avez le droit d'effectuer cette opération, parce que vous voulez effectuer un virement. Et si vous avez le droit d'effectuer cette opération, qu'est-ce qu'il fait? En cliquant sur ce lien, eh bien, vous allez transférer de l'argent de votre compte vers son compte. Alors bien sûr, derrière le lien, il y a un formulaire caché, c'est-à-dire dans lequel il va mettre le montant de l'opération. C'est lui qui va mettre le montant de l'opération, il va mettre le numéro de son compte. Donc en cliquant sur ce lien, vous allez demander au serveur de transférer de l'argent de votre compte vers le compte. Et après l'opération, si tout se passe bien, en cliquant sur ce lien, vous venez de transférer de l'argent de votre compte vers son compte. Ça, c'est très grave, n'est-ce pas? Et bien, cette attaque-là, c'est une attaque qui s'appelle ça, Cross-Site Request Forgery. Alors, je répète, l'attaque CRF, c'est un type de vulnérabilité qui consiste à forcer un utilisateur qui est authentifié. Donc, j'ai un utilisateur qui est authentifié légalement. Je vais le forcer à effectuer une opération, comme par exemple transférer de l'argent, ou bien supprimer des données, ou bien faire des choses comme ça, en utilisant sa session. Vous voyez donc qu'il a utilisé sa session, sans qu'il le sache. Alors si après vous allez vers la banque pour réclamer, bah, on va vous dire non, la requête vient de votre machine, voilà la preuve, et c'est votre session, et c'est que vous qui avez demandé ça. Alors bien sûr, l'attaque CSRF, c'est qui la victime? Bon, la victime c'est l'utilisateur, c'est le client. Mais bien sûr, le client est les victimes à cause de quoi? À cause d'un site qui n'est pas protégé. C'est-à-dire le serveur de la banque n'est pas protégé contre ces attaques. Bon, après tout à l'heure, je vais vous montrer c'est quoi les solutions qui sont utilisées pour protéger les sites de ces attaques CSRF. Monsieur, c'est SRF parmi les 10 vulnérabilités les plus... Oui. Ouais. Alors, si vous regardez en fait, le WASP, Oui. donc ça c'est les top 10, c'est-à-dire les vulnérabilités, les 10 vulnérabilités les plus courantes, parce que chaque 3 années, on reclasse les vulnérabilités web. Parmi les vulnérabilités, il y a l'injection, SQL, il y a ça, mais il y a également ça, l'attaque CSRF. Parfois, qui changent les noms. Je sais pas pourquoi, mais... Non, c'est juste parce que les vulnérabilités, il n'y a pas que 10, il y a des centaines, n'est-ce pas? Ah, Mais le WASP, il classe les vulnérabilités les plus répandues sur les 3 dernières années, ou bien les 2 dernières années. D'accord? Ils font des statistiques. Mais ils trouvent que, par exemple, parfois, la vulnérabilité, l'injection
est-ce que elle est plus utilisée, etc. Donc, ce qui fait que vous pouvez d'ailleurs voir le référentiel WASP ici. Alors, quelqu'un qui fait la sécurité d'une manière générale, ça, il doit connaître tout ça. Alors, WASP, donc ça, c'est une fondation qui... Voilà, donc ici, et vous pouvez voir, par exemple, en 2025, les vulnérabilités les plus connues. Et si vous voulez, vous regardez, voilà, bon, je ne vais pas y tarder, mais en tout cas, ici, donc, il y a quelque chose à connaître. Alors, vous voyez donc ici, est-ce que vous avez compris c'est quoi l'attaque CSRF? Donc, l'attaque CSRF, il est lié aux cookies. Parce que les cookies, la vulnérabilité des cookies, c'est ça. La vulnérabilité, c'est que un utilisateur qui authentifie sa session, il est automatiquement dans les cookies. Et donc, moi, en tant que personne malveillante, je vais profiter du fait que le numéro de ta session, il est dans les cookies. Je vais profiter, je t'envoie tout simplement un lien. Je ne suis pas obligé d'aller vers les cookies. Donc, je t'envoie un lien, tu cliques. Et je sais que en cliquant sur ce lien, tu vas envoyer les cookies vers le serveur. Parce que ça, c'est automatique. C'est quelque chose qui se fait avec le protocole HTTP. Donc, automatiquement, tu envoies la requête avec le numéro de session. Et après, donc ici, donc, ça pose problème. Alors, c'est comme si... Oui. Moi, je vois un peu d'ingénierie sociale. Est-ce que derrière le lien, oui, c'est-à-dire que l'utilisateur connaît déjà les informations, la personne malveillante connaît déjà les informations sur l'utilisateur? Non, il n'est pas obligé. Ben, lui, il va juste créer un formulaire. Il va créer un formulaire. Ici, derrière le lien, il va créer un formulaire. Et il sait très bien que le serveur de la banque, pour faire un virement, il a besoin d'envoyer un champ qui s'appelle montant. Il va mettre 5000, etc. Et après, vers le destinataire, le compte du destinataire, c'est son compte. Et il veut mettre ce qu'il veut. C'est son compte. Et là, il y a un bouton, etc. Alors, en cliquant sur ce lien, vous envoyez une requête dans lequel vous envoyez le montant, le numéro de compte. Mais quand vous êtes déjà authentifié, donc vous allez, il va faire, si vous voulez, un transfert de votre compte vers son compte. Alors bon, ça c'est réellement, bon ça c'est un peu flagrant. Mais dans donc déjà comprendre la faille, il faut la comprendre avant de vous donner la solution. Alors c'est comme si vous demandez à quelqu'un, c'est comme si vous demandez à quelqu'un, va chez toi à la maison, tu vas ouvrir la maison avec ta clé, ok? Tu as le droit, tu as ta clé, tu l'ouvres, tu vas dans ton tiroir, tu ramènes de l'argent, tu me ramènes de l'argent, tu me donnes de l'argent, et après quand tu me donnes de l'argent, après tu te rappelles de rien. Bon, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle Darija Samawi, n'est-ce pas? C'est exactement. Alors, c'est l'hypnose. Donc, si vous voulez, c'est à peu près ça. Le CSRF, c'est en quelque sorte, c'est demander à quelqu'un, utiliser quelqu'un qui a le droit, utiliser quelqu'un qui a le droit d'accéder à une application. Je vais l'utiliser pour lui demander de faire des choses. Alors, comment je peux le forcer à faire des choses? Bon, en cliquant sur du lien, ou bien avec un virus. C'est-à-dire, s'il y a un virus qui s'installe dans ta machine, ou bien un cheval de Troie, ben, qu'est-ce qu'il fait le cheval de Troie? Il attend, une fois que tu es authentifié, ben, le cheval de Troie, il va commencer à envoyer des requêtes vers le serveur de ta banque pour tenter de faire des transferts. Alors, si ta banque n'est pas protégée contre ces attaques, et bien, tout simplement, c'est dramatique. Alors ça, c'est la faille CSRF. Je pense à monsieur HRF Floué, qui est sur le mobile. Alors, mais en fait, même les applications mobiles, c'est-à-dire si tu utilises une authentification stateful. Parce que même dans les applications mobiles, il y a les cookies. Et si quelqu'un t'envoie
sur WhatsApp Même si, même si lien. les- Oui, Pardon, même s'ils sont séparément les applications. même oui. C'est-à-dire, parce qu'en fait, dans ton application mobile, il y a ce qu'on appelle le client HTTP. D'accord? Et le navigateur, le navigateur HTTP. Alors, ici, à chaque fois que tu cliques sur un lien sur ton WhatsApp, ben, si tu cliques sur le lien, n'est-ce pas? Sur WhatsApp, ben, tu envoies une requête vers un site, n'est-ce pas? Vers un serveur. Et si tu envoies une requête vers le serveur, comme c'est une requête HTTP, eh bien, généralement, ta requête HTTP, il prend les cookies, il les envoie. Et donc, vous voyez, donc les cookies sont dangereux. Parce qu'ils sont confrontés à une attaque de type CSRF. Alors maintenant, la question, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Est-ce qu'une application, par exemple un virus, vous avez un virus par exemple dans votre machine. Est-ce qu'un virus a le droit de lire les cookies de votre machine? D'après vous? Logiquement, oui. Non. Alors, les cookies, il n'y a aucune application qui a le droit de lire les cookies, parce qu'en fait, les cookies sont protégés. Il n'y a aucune application qui a le droit d'accéder aux cookies et de les lire, sauf le navigateur web, le browser qui les a créés. Est-ce que vous voyez? Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est où? C'est qu'en fait, le virus n'a pas besoin de lire les cookies. Il n'a qu'à envoyer une requête HTTP. Et quand il envoie une requête HTTP, ben automatiquement, comme c'est une requête HTTP, ben automatiquement, c'est le browser qui va lire les cookies. Et qui envoie les cookies, plutôt les informations avec la requête HTTP. Donc, c'est-à-dire, c'est à peu près ça les choses que les gens ne comprennent pas. Donc, l'attaque CSRF, il ne s'agit pas de voler le session ID. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas de voler la clé à quelqu'un. Il s'agit de demander à quelqu'un qui a la clé, va chez toi à la maison, utilise ta clé, va me ramener des choses. C'est-à-dire, j'utilise quelqu'un qui a le droit d'accéder, mais sous l'effet de... Mais il ne le sait pas. Bon, il fait des choses qu'il ne sait pas. On utilise en sorte le navigateur, on amène le navigateur à faire ce qu'on veut. Comment? On amène le navigateur à faire ce qu'on veut. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, une fois que tu cliques sur un lien dans ta machine, ben, c'est pour cela, faites attention, cliquez sur des liens. Vraiment, si vous n'êtes pas sûr, ne cliquez jamais sur les liens. Parce que, généralement, en cliquant sur ces liens, il y a des attaques. Il y a des tentatives d'attaque. Et parmi ces tentatives, il y a ça. Ça, c'est une attaque. Le phishing, c'est une attaque. Pour ça, c'est autre chose. Plutôt cross-site scripting, c'est une attaque. Il y a plusieurs attaques. C'est pas que ça, il y a des centaines. Et après, bon, généralement, c'est-à-dire les pirates, ils vont tenter plusieurs techniques. Et après, il y a une technique qui va tenir, il y en a d'autres qui vont pas tenir, etc. Alors maintenant, comment protéger? C'est ça la question. Si vous avez une application qui utilise l'authentification stateful, comment protéger l'application contre les attaques CSRF? Alors, pour protéger les applications contre les attaques CSRF, on utilise ce qu'on appelle le CSRF Synchronizer Token. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Alors, à chaque fois, regardez bien, vous avez un serveur qui a authentifié un utilisateur. La session, elle est ouverte. Mais qu'est-ce qu'il fait le serveur? À chaque fois que le client demande un formulaire, à chaque fois que le client demande une page, qu'est-ce qu'il fait le serveur? À chaque fois que vous demandez une page au serveur, le serveur va générer un token. Il va générer ce qu'on appelle un numéro aléatoire, un token. C'est ce qu'on appelle le CSRF token. Et ce token-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va le placer dans votre session.
Par exemple, ici, quand vous demandez la page pour effectuer le virement, il va générer un token qui est égal, par exemple, 987. Il le place dans votre session. Et quand il vous donne le formulaire, qu'est-ce qu'il vous donne dans le formulaire? Ben, il va vous donner les champs que vous voyez, qui sont visibles, le numéro de compte, le montant de l'opération, mais en même temps, dans votre formulaire, il va ajouter un champ caché. Et ce champ caché qui se trouve dans votre formulaire que vous ne voyez pas, ben, il va mettre cette valeur, il va mettre ce token-là, c'est-à-dire 987, il est là. Alors pourquoi ce formulaire de vos pages contient ce champ caché? Parce que quand vous allez envoyer, quand vous cliquez sur Submit, vous voulez faire le virement, vous envoyez la requête vers le serveur pour demander d'effectuer le virement. Vous allez envoyer votre session ID, c'est normal parce qu'elle est dans les cookies, mais également vous envoyez ce champ qui est caché, c'est-à-dire le CSRF token. Alors maintenant le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder la session elle est ouverte, mais même si la session est ouverte, il va faire une autre vérification. Alors c'est quoi l'autre vérification? C'est qu'il va prendre ce token-là, il va le lire, ce que vous avez envoyé, il va le comparer avec le token qui se trouve dans votre session. Si le token que vous avez envoyé dans la requête, il est le même que celui qui se trouve dans votre session, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serveur est sûr que la requête, cette requête-là, provient d'un formulaire légal, c'est-à-dire un formulaire qui a été donné par le serveur lui-même. C'est-à-dire, je suis sûr que cette requête-là provient d'un formulaire que je vous ai donné moi-même il y a quelques minutes. Parce que c'est moi qui ai généré ce token, je l'ai placé dans votre session et j'ai caché ce token-là dans le formulaire. Donc, quand vous allez m'envoyer la requête, ben vous devrez m'envoyer ce token-là. Parce que si vous m'envoyez une requête qui ne contient pas ce token qui est caché, et bien tout simplement, je vais le savoir. Et je vais, si par exemple, si ce n'est pas le même, ben, tout simplement, je refuse. C'est-à-dire, cette requête donc, ne va pas être exécutée. Il va être, donc il y aura une réponse 403. 403, c'est-à-dire, vous êtes authentifié, votre session existe, mais vous n'avez pas le droit de cette opération parce qu'il y a un token qu'il faut envoyer dans la requête que vous n'avez pas envoyé. C'est comme le concept de Google authentifié. Alors ça, c'est l'OTP, c'est autre chose. Donc, je vais en parler. Déjà, ça, c'est la technique qui est utilisée pour les attaques CSRF. Ça, l'attaque CSRF. Donc, automatiquement, le serveur vous génère un token qu'il cache dans les formulaires. Et si vous demandez encore une autre page, il fait la même chose. Il génère un autre token, 888. Il le place dans la session, il vous donne la page. Et quand vous allez envoyer votre page, il faut lui envoyer encore ce token-là. Il le compare. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est le serveur qui va faire ça. Après, on va voir, c'est Spring Security qui fait ce travail-là. C'est lui qui génère ce token et qui l'insère dans votre formulaire. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, ça c'est quelque chose que vous ne faites pas, c'est que quand vous utilisez un framework qui sécurise l'application, si vous regardez côté navigateur votre formulaire, vous voyez des champs. Mais si vous faites afficher le code source de la page côté navigateur, vous allez regarder le code HTML. Et dans le code HTML, vous allez voir, il y a un champ dans votre formulaire que vous n'avez pas créé, qui est caché, qui s'appelle CSRF token, etc. Alors, tous les frameworks, généralement, si vous travaillez avec des frameworks, ils font ces techniques-là. Donc, si vous travaillez avec des frameworks comme Spring Security par exemple, lui, il protège les applications contre ces attaques. Donc, c'est impossible d'attaquer une application web, c'est-à-dire qui est protégée par exemple par Spring Security avec des attaques de type CSRF. Mais par contre, si vous développez une application qui n'utilise pas un framework de sécurité, ben vous avez cette faille, et ben il faut la connaître. Et si vous ne la connaissez pas, c'est que vraiment vous laissez dans votre application avec une faille qui est très ancienne. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu trouves un site qui reçoit des attaques de type CSRF, c'est la prison. Parce que normalement, ça c'est une attaque qui est connue par tout le monde.
depuis très longtemps et qu'on connaît la solution. Donc, c'est-à-dire, si tu as un site qui n'a pas de solution pour ce genre d'attaque, alors ça c'est grave, c'est très grave. C'est très grave. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors ça c'est la solution contre l'attaque CSRF. C'est très simple. Alors, c'est comme si, je vous donne toujours un exemple. Vous êtes par exemple, vous êtes des personnes par exemple. Moi je voudrais vous distribuer des formulaires. J'ai 2 formulaires. Je vais vous les distribuer. Pour remplir ces formulaires, et après vous allez les remplir et vous allez me les retourner. Ok? Alors comment je peux m'assurer que quand vous allez me retourner ce formulaire, est-ce que le formulaire que vous m'avez retourné, c'est exactement celui que je vous ai donné? Alors pour m'assurer, je vais utiliser cette technique. Comme quoi? Donc je vais quelque part ici, j'ai une fiche. Donc ça c'est A et B. Je vais une fiche, donc ça c'est la session. Donc je vais dire, donc par exemple pour A, je vais mettre un numéro 112, 111. Ça c'est la fiche numéro 111, mais ce numéro-là, il est caché. C'est-à-dire c'est un numéro caché, ça peut être un code à barre, ça peut être écrire le blanc sur le blanc. L'essentiel, c'est un champ qui est caché ici. Vous ne le voyez pas vous. Et après, je vais vous donner cette fiche-là. Je vais vous la donner, 111. Alors vous ne voyez pas ce champ caché. Ok? Et après, je vais dire ici, quelque part, c'est A. A, je lui ai donné 111. Alors, ici, la personne B, je vais lui donner 122. Donc B, ça c'est la scission, c'est ici. Je vais lui donner par exemple 122. Alors je te donne le formulaire. Alors toi, quand tu vas remplir le formulaire, tu vas dire, moi je suis le nom, c'est A, monsieur A. C'est toi qui vas écrire ton nom. Tu vas remplir le formulaire. Et lui, il va écrire B, il va remplir son formulaire. Et quand tu vas me retourner le formulaire, pour s'assurer que le formulaire que tu vas me donner, c'est exactement celui que je t'ai donné, c'est exactement la même copie, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement lire ce code, ici, et je vais le comparer, je vais dire ça c'est A, je vais le comparer à ici, donc je vais dire A, il a 111. Alors si le code est le même, donc ça veut dire que je suis sûr que ce formulaire-là, c'est exactement le même formulaire que je t'ai donné. C'est moi qui t'ai donné le formulaire et non pas des falsifications. C'est pas quelque chose de falsifié. Et bien la même chose ici, donc pour celui-là, donc c'est B. Je vais regarder B, 122. Bon, je fais confiance. C'est exactement cette solution-là. C'est le CSRF Synchronizer Token. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. Oui. alors, si on fait une petite comparaison par rapport aux 2 exemples que vous avez fournis tout à l'heure, on n'a pas fait référence à un formulaire. Vous avez dit que celui qui veut attaquer, il envoie un URL à travers lequel donc il y a une requête HTML qui est envoyée directement. Oui. Et le user de la session est déjà stocké au niveau des cookies. Tout à fait. Et à travers ce user, ce user ID, on peut faire des opérations de virement ou quoi que ce soit. Ouais. Par contre, maintenant, vous avez parlé d'un formulaire. J'arrive pas à comprendre en fait cette apparition de formulaire. Le formulaire, c'est-à-dire si vous voulez, le formulaire, c'est le serveur qui le donne. Maintenant, la personne malveillante, il va t'envoyer un mail dans lequel il y a le lien. N'est-ce pas? Le lien. Alors, maintenant, si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, voilà, je clique sur le lien. N'est-ce pas? L'application maintenant, elle est protégée. Si je clique sur le lien, ben ce lien-là, il va envoyer quoi? Il va envoyer le numéro, il va envoyer les informations sur le virement. Il va te forcer à envoyer le numéro de session parce que le numéro de session se trouve dans les cookies. Mais quand tu cliques sur le lien, le serveur, il va regarder la requête. Est-ce que la requête ici contient le token, le CSRF token? Non. Je peux pas. C'est celui qui va générer ce lien, il ne peut pas savoir la valeur de ce token-là.
Ouais, فهمتك. Ouais, je فهمت كيفاش؟ comprends maintenant. Il peut pas le savoir parce que ce token-là, c'est qui le génère? Il va être généré une fois que le client qui authentifie demande une page. Si je demande d'abord la page, je suis authentifié, je demande la page. Une fois que je demande la page, le token il est généré, il est stocké dans la session, il te le cache dans le formulaire. Ça marche, c'est clair, merci. Merci Et beaucoup. maintenant, je suis sûr que cette fois-ci, la requête qui vient avec ce token, elle est légale. Mais par contre, une requête qui ne contient pas ce token-là, donc je la rejette automatiquement. Ça veut dire les attaques de type CSRF, des liens comme ça, je les rejette. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup. Voilà. Alors, donc ça c'est une partie importante. Alors maintenant, bon, comme c'est pas encore vraiment qui est dédié pour la sécurité, je vais juste m'arrêter sur cette faille-là parce qu'elle est très importante. Quand vous allez configurer avec Spring Security, vous allez voir le paramètre CSRF, il faut le comprendre. Donc il faut savoir si on active l'attaque CSRF ou on ne l'active pas. Donc en tout cas, quand vous avez une authentification stateful, ça veut dire que les sessions sont stockées dans les cookies. Et si les sessions sont stockées dans les cookies, bah, il faut utiliser CSRF. Plutôt, il faut utiliser donc il y a l'attaque CSRF. Et c'est quoi la solution? Il faut utiliser donc une protection CSRF qui est basée sur ce qu'on appelle le CSRF Synchronizer Token. Mais si vous utilisez une authentification stateless, alors si vous utilisez une authentification stateless, est-ce que dans l'authentification stateless, est-ce qu'il y a l'attaque CSRF ici? Est-ce qu'on est confronté à l'attaque CSRF? Normalement, non, parce qu'il n'y a pas de cookies. Alors non, pourquoi ça, il n'y a pas de cookies? Parce que le token, il n'est pas stocké dans les cookies. Il est stocké en local storage. Ok? Donc c'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un qui vous envoie la requête, le lien, même si vous cliquez sur ce lien, vous envoyez la requête, mais en cliquant sur ce lien, vous allez envoyer la requête, mais vous n'allez pas envoyer le token. Parce que le token il n'est pas stocké dans les cookies. Donc c'est-à-dire pour l'authentification stateless, vous n'êtes pas confronté à l'attaque CSRF. Mais par contre, vous êtes confronté à d'autres attaques. C'est-à-dire s'il y a un virus ici, un virus peut lire le local storage. Et s'il lit le local storage, si votre token n'est pas protégé, n'est pas crypté quelque part, ben on le prend, ben il commence à envoyer la requête avec votre token. Et il peut faire des choses avec votre session. Parce que maintenant, votre session, c'est votre carte d'accès, c'est le JWT. C'est votre token. Donc, monsieur, s'il vous plaît. C'est à peu près le... Voilà. Oui? Dans ces cas, dans les cas où un virus arrive à lire le JWT token, oui. Même si le token est crypté, là, je crois que le virus aura toujours la possibilité d'envoyer une requête authentifiée au nom de l'utilisateur à qui appartient le token. Non, le problème c'est que le token lui-même, le token c'est une carte. C'est une carte d'accès, d'accord? C'est comme si tu veux accéder à un immeuble. Pour accéder à l'immeuble, il faut présenter ta carte, n'est-ce pas? Alors maintenant, s'il y a quelqu'un qui te prend ta carte, eh bien ça y est, donc il peut accéder à l'immeuble avec ta carte, en tant que toi. Monsieur. Je ne sais pas si bien ta question. Oui, c'est bien oui, ça? c'est celui-là. Alors donc, maintenant, toi, ta carte, il faut pas que quelqu'un la prenne, tout simplement. Ce token-là, il ne faut pas qu'il soit à la portée d'une autre application. Bon, après, donc, je vais vous montrer quelles sont les techniques qui sont utilisées pour ne pas... Alors, pour les applications mobiles, comme je disais, les applications mobiles, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que les applications mobiles, ils vont stocker le token dans un fichier. Et dans les applications mobiles, la particularité, c'est que si une application stocke quelque chose dans un fichier, il n'y a aucune autre application qui a le droit de lire les fichiers d'une autre application. Parce que le système OS mobile, il est fait comme ça. Il est protégé, Android et iOS, il est fait comme ça. Quand une application crée un fichier,
ben, c'est un fichier sécurisé, c'est-à-dire c'est un fichier qui ne peut être lu que par l'application qu'il a créée. Mais par contre, les desktops, non, les laptops, non. Windows, macOS, vous voyez donc, si vous accédez à une machine de quelqu'un, vous pouvez accéder au système de fichiers, vous regardez ce que vous voulez. Hein. C'est-à-dire dans une application, un desktop, une application A va créer un fichier F quelque part dans le disque dur. Ben, une autre application B, s'il connaît le chemin du fichier et s'il connaît le format, il peut le lire. Ça, c'est pour le système Windows ou bien Linux ou le système macOS. Mais pour le mobile, non. Ça, c'est interdit. C'est qu'une application qui crée un fichier, ben, l'autre ne peut pas le lire. Alors, bien sûr, si vous voulez partager des données à d'autres applications, on ne va pas créer des fichiers sécurisés. Il y a ce qu'on appelle les fichiers de préférence, etc. Il y a des fichiers qui sont partagés. Mais, en tout cas, donc ici, ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Alors, donc ça c'est... Donc, si vous utilisez l'authentification stateful, stateless, il ne faut jamais stocker le token dans quoi? Dans les cookies. Monsieur, j'ai une petite question. Alors, il y en a... la phrase, je te laisse la question. Alors, donc, si vous utilisez l'authentification stateless avec un token, il ne faut jamais stocker le token dans les cookies. Parce que si vous stockez le token dans les cookies, c'est encore plus grave que l'authentification stateful. Pourquoi? Parce que si vous stockez le token, le JWT dans les cookies, c'est que vous êtes confronté à une attaque CSRF. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui vous envoie le lien, vous cliquez sur le lien, hop, vous envoyez le token, vous accédez à l'application avec votre token. Ok? Et le problème, c'est quoi? C'est quoi la solution? Est-ce qu'il y a une solution pour ça? Non. Parce que la solution... C'est quoi la solution de CSRF? La solution, c'est qu'il faut générer un token qu'il faut placer dans la session, côté serveur. Or, dans l'authentification stateful, il n'y a pas de session. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen de protéger votre application contre les attaques CSRF si vous utilisez stateless. Donc, si vous utilisez l'authentification stateless, eh bien, il faut stocker le token. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des développeurs qui font ça. Parce qu'ils ne connaissent pas la gravité de la chose. C'est-à-dire, ils stockent le token dans les cookies. Alors ça, c'est vraiment très grave. Est-ce que c'est clair? Ouais, pour moi, c'est clair. Voilà. Alors maintenant, du moment qu'on a compris un peu le principe, donc je vais passer à la suite. Alors, monsieur? Oui. Alors, il y a quelqu'un d'abord tout à l'heure qui voulait poser la question. J'imagine, c'est qui? Je veux juste dire, monsieur, comme quoi les cookies, donc ils sont stockés alors, dans le disque, c'est-à-dire un virus. Je pense, moi-même, théoriquement, je pense qu'un virus ou bien un malware peut lire alors les cookies. Alors, en fait, donc si vous avez un malware dans une machine, techniquement parlant, il ne peut pas lire les cookies. Alors pourquoi? Parce que vous savez, dans les cookies, vous avez les cookies, vous avez... S'ils sont chiffrés, oui, alors ils ne peuvent pas le lire. Mais s'ils ne sont pas chiffrés... Je t'explique. Vous savez, dans un cookie, quand tu crées un cookie, dans un cookie, tu fais par exemple un cookie C1 égale la valeur du cookie, par exemple ici la valeur 150, etc. D'accord? Alors le cookie, il y a deux paramètres, quand le paramètre. D'abord, HTTP only.
Alors, si tu mets dans un cookie HTTP only, yak, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, techniquement parlant, ce cookie ne peut être lu J'ai compris, j'ai que compris. par le navigateur. C'est-à-dire que s'il y Ouais, a un virus, il ne peut pas être... et si tu ajoutes encore secured, ici, le cookies, alors secured, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce cookie ne peut être envoyé que via une requête HTTPS. C'est-à-dire si tu envoies une requête HTTPS, le navigateur a le droit de l'envoyer, mais à condition d'utiliser HTTPS. Donc ça veut dire que les cookies, il y a un mécanisme de sécurité qui empêche les applications de les lire. Ça, c'est une certitude. Oui, un HTTP only, alors ils sont pas accessibles Là, via oui, le bien sûr. JavaScript. Si tu as un Ouais. cookie qui est HTTP only, et HTTP only, ça veut dire il n'y a que le navigateur qui peut les consulter au moment où il va envoyer la requête. Et secured, ça veut dire que, le navigateur ne va les envoyer que s'il s'agit de HTTPS. Voilà. Bon, en tout cas, donc tout ça, vous voyez, quand on parle de la sécurité web, c'est que finalement, on revient au protocole HTTP. Parce qu'en fait, c'est tout ça, connaître le protocole. Je ne peux pas sécuriser et je ne peux pas comprendre la sécurité des systèmes d'information si je ne connais pas bien le protocole HTTP. Donc c'est pour cela que je dis toujours, revenez au protocole HTTP parce que c'est la base. La majorité des applications communiquent via HTTP. Donc, bon, c'est un protocole qu'il faut comprendre et après, bon, il y a des failles qu'il faut connaître. Mais tout ça, c'est quelque chose que vous allez faire au fur et à mesure. Voilà. Monsieur, j'ai Oui. une question Oui. concernant les options. Il y a une autre option, SimSite. Alors, donc, c'était juste pour répondre à la question de votre collègue. Donc, dans un cookie, généralement, j'ai juste rappelé que dans une réponse HTTP, alors qu'est-ce que je disais? Donc, c'était juste pour répondre à la question concernant les cookies, parce que ça, on a beaucoup parlé de cette attaque CSRF. Je crois qu'on a compris le principe, mais juste dans un cookie, il faut savoir dans une réponse HTTP, dans une réponse HTTP, quand il y a le header, set cookie, comme ça, set cookie par exemple, ça veut dire que le header, set cookie, ça veut dire que c'est une façon de demander au navigateur, c'est comme si le serveur demande au serveur, enregistre-moi cette information qui vient juste après les deux points dans les cookies. Par exemple, ici, session ID. Le cookie s'appelle session ID. La valeur, c'est le numéro de la session. 1, 2, 3, 4, etc. Donc ça, c'est le numéro de la session. Mais après, si vous voulez le sécuriser, si vous mettez point virgule, HTTP only, comme ça veut dire que ce cookie-là, il n'y a que le navigateur qui peut le lire. On ne peut pas le lire avec du JavaScript. C'est-à-dire s'il y a un virus ou là une application quelque part, il ne peut pas lire ça. Parce que généralement, pour lire ça, il faut utiliser du JavaScript. Et bien, côté navigateur, donc on ne peut pas lire HTTP only, ça veut dire qu'on ne peut pas le lire avec du JavaScript. C'est-à-dire il ne peut être lu que par le navigateur. Si vous mettez encore point virgule secure, ça veut dire que ce cookie-là ne peut être envoyé que via HTTPS. C'est-à-dire si la requête c'est HTTPS, le navigateur va l'envoyer. Si c'est du HTTP normal, il ne va pas l'envoyer. Et puis donc la question que vous avez posée, effectivement, il y a une troisième option qui s'appelle SimSite. Alors ici, SimSite. Alors SimSite, il a des valeurs, si vous mettez par exemple strict. Alors ça c'est intéressant, je n'ai pas parlé, il y a strict, il y a la deuxième valeur s'appelle, je pense, en tout cas, il y a none, il y a strict, et l'autre c'est lax, exactement, merci. Donc l'autre c'est lax, comme ça. Alors si vous mettez plutôt strict, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce cookie-là,
ne peut pas, c'est une façon de dire au navigateur, je ne t'autorise pas, d'envoyer ce cookie à partir d'une page qui ne provient pas du même site. Bon, c'est-à-dire que s'il y a par exemple une page qui provient d'un autre site, parce que généralement, le navigateur, il sait très bien que quand il y a un lien, ce lien-là, il provient de quel domaine? Donc, c'est-à-dire s'il y a une page qui ne provient pas du même site, ben, tout simplement, le navigateur ne va pas envoyer le cookie. Et ça élimine déjà la faille CSRF, en quelque sorte. Parce que la faille CSRF, l'origine, c'est quoi? C'est que vous avez des liens, vous cliquez sur un lien, mais ce lien-là ne provient, il est dans une page qui ne provient pas du même site. Parce que ce n'est pas le serveur qui vous a donné cette page. Il vous vient d'un SMS ou vient de, je sais pas, d'un WhatsApp ou d'un email, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, même si vous cliquez sur ce lien-là, si votre cookie session ID est protégé avec SameSite égale strict, ben, tout simplement, le navigateur ne va pas envoyer le CSRF. Donc, ça veut dire que, en quelque sorte, on est protégé contre CSRF. Mais ce mode-là, il crée également des confusions dans des scénarios. C'est pour cela que parfois, il faut savoir utiliser le mode lax ou strict. Le mode lax, lui, c'est-à-dire, en quelque sorte, déjà, dans le mode strict, si vous envoyez la requête la première fois, c'est-à-dire quand vous tapez l'adresse de la page la première fois, même si vous tapez le nom de domaine, c'est-à-dire c'est comme si vous tapez l'adresse de la page ou bien vous cliquez sur un lien, c'est à peu près la même chose. Donc si vous demandez la page la première fois, et bien tout simplement, il ne va pas envoyer le cookie. Quand est-ce qu'il va envoyer le cookie? Uniquement si vous avez déjà récupéré une page à partir du site. C'est à partir du site, vous cliquez sur un lien, c'est à ce moment-là qu'il va envoyer les cookies. Mais si vous mettez l'axe, même si à partir de la première visite de la page, il va envoyer le cookie, mais il va alerter, en quelque sorte, il va alerter l'utilisateur, comme quoi vous êtes sur le point d'envoyer des cookies, etc. Il y a un message qui est généralement affiché, donc ça c'est pour... ça, d'ailleurs, c'est l'option par défaut. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. J'ai laissé pas dans WhatsApp parce que, bon, je vais en profiter pour, pour vous donner juste plus de réponses. Voilà, alors je pense, voilà, donc il nous reste juste une dernière partie. Alors ça, c'est l'authentification stateful. Est-ce que vous me suivez bien? Oui. Parfait. Alors maintenant, maintenant pour l'authentification stateless. Quand vous utilisez l'authentification stateless, généralement, comme je disais, on n'utilise pas la session côté serveur, mais on crée ce qu'on appelle un token. Et ce token, généralement, parmi les tokens, il y a JWT. Alors ici, dans ce slide, je vais vous parler de l'essentiel de JSON Web Token. Ce slide-là, il est important, même si on ne va pas l'exploiter dans un premier temps parce qu'on va utiliser l'authentification stateful. Mais après, quand on va faire le cours sur Angular, on va revenir à la sécurité. Et après, on aura besoin d'utiliser JWT. Et d'ailleurs, c'est le token le plus utilisé dans les systèmes de sécurité aujourd'hui. Donc, il faut bien le comprendre. Alors, c'est quoi donc JWT? Donc, c'est JSON Web Token. Donc, c'est un token qui fait partie des standards. C'est une norme 7519 qui consiste à créer un token au format JSON. C'est un token qui est compact et autonome. Alors, ça veut dire quoi compact? Compact, ça veut dire que dans un seul token, c'est une chaîne de caractères dans laquelle on va compacter toute la session de l'utilisateur. C'est-à-dire, dans le token, on va mettre toutes les informations, beaucoup d'informations, comme username, on va mettre les rôles, on va mettre l'adresse mail, on peut mettre des informations sur l'utilisateur dans ce token. Il est autonome, ça veut dire que le token, à chaque fois, si vous allez vers un site, quand vous allez vers un microservice, par exemple, tout simplement, vous lui donnez votre token, JWT,
eh bien, à partir de JWT, il peut vous connaître. Il peut vous connaître qui vous êtes. Il peut vérifier la signature. Il peut savoir est-ce que le token est valide ou pas. Est-ce qu'il n'a pas expiré ou pas. Pourquoi? Parce que le token contient toutes les informations qui concernent votre session. Et en même temps, il contient ce qu'on appelle une signature numérique, donc, dont je vais vous parler. Et donc, par exemple, c'est ce que vous faites d'ailleurs quand vous travaillez avec Gmail. Vous savez qu'avec Gmail, pour s'authentifier, vous allez saisir votre username et votre mot de passe. Vous les envoyez vers Google Account, account.google.com. Une fois que vous êtes authentifié, il vous donne le token. Ce token, vous l'avez dans votre machine quelque part, JWT. Et après, avec votre token, vous pouvez accéder à Gmail. Vous pouvez accéder à YouTube. Vous voyez donc tous les services de Google, c'est des serveurs, c'est des services distribués. Hein. Donc à chaque fois que vous accédez à un service, vous lui envoyez toujours votre token. Et vous lui envoyez votre token. Tant que votre token n'a pas expiré, à partir de votre token, il sait qui vous êtes, il vous authentifie. C'est ça l'intérêt en quelque sorte. C'est pour cela qu'on dit qu'il est autonome. Autonome, ça veut dire que il suffit de présenter le token à l'application et après, dans le token, on peut vous connaître. Ça veut dire que le service YouTube n'a pas besoin de contacter le service Gmail, par exemple Google Account, pour récupérer les informations sur votre session. Non, on n'a pas besoin parce que toutes les informations se trouvent dans le JWT. Alors maintenant, au niveau structure, donc un JWT... Monsieur, oui. Pour les applications qui vous demandent de s'authentifier grâce à votre compte Google ou Facebook. Oui. Ça c'est O2. Alors ça c'est... je vais en parler, mais je pense que ça c'est l'autre étape. Alors O2, donc ça on va en parler après. Mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que pour comprendre O2, il faut d'abord comprendre c'est quoi ce token-là. C'est un peu le principe. D'accord? Je vais vous en parler. Est-ce que c'est clair? Donc tu retiens ta question. C'est-à-dire si tu veux la réponse à ta question maintenant c'est O2. Mais c'est quoi O2? O2, donc je vais vous en parler quand le temps venu. Parce que si je vous en parle maintenant, je vais un peu perturber un peu déjà l'explication des concepts de base. Parce que d'ailleurs O2 il utilise JWT. Donc forcément, on verra. En fait, O2 n'utilise pas forcément JWT parce qu'il y a deux protocoles. Il y a ce qu'on appelle O2 plus OpenID Connect, OIDC. Donc ça, c'est deux protocoles les plus utilisés pour les systèmes d'authentification. Mais ça mérite carrément. Donc voilà, c'est un cours sur lequel on va travailler après. Mais pas tout de suite. Donc maintenant, la structure d'un JWT. Alors en fait, un JWT se compose de trois parties. Il y a le header, le payload et la signature. Alors, plutôt un JWT s'écrit comme ça. Ça s'écrit header, H, point, séparé par un point, payload, point, signature. Alors, le header, c'est ce que vous voyez là, par exemple, en rouge. Point. Le payload, c'est ce que vous voyez là en violet. Point. Et la signature, c'est ce que vous voyez là en bleu. Alors, ça, c'est un JWT. Alors, maintenant, je vais vous montrer chaque partie, qu'est-ce qu'il contient. C'est-à-dire le header. Alors, d'abord, le header. Le header, c'est un objet JSON. C'est un objet JSON dans lequel je vais trouver principalement l'information qui est très importante, c'est l'algorithme. Alors en fait, l'algorithme, il y a deux variantes d'algorithmes qui sont utilisées pour calculer la signature. Il y a ce qu'on appelle HMAC
et RSA. Bon, HMAC et RSA, c'est des algorithmes qui sont très connus dans le domaine de la crypto. Alors, HMAC, si vous voulez, c'est un algorithme qui est symétrique. Et RSA, c'est un algorithme qui est asymétrique. Ok? Alors, ça veut dire quoi? Symétrique. Symétrique, ça veut dire que avec HMAC, ici donc c'est HS 256, donc c'est HMAC. Ça veut dire c'est symétrique, ça veut dire que on va utiliser la même clé pour calculer la signature. Et c'est la même clé qui va être utilisée pour vérifier la signature. Donc ça, c'est-à-dire on utilise une clé privée. On utilise une clé privée pour calculer la signature et c'est la même clé qu'on va utiliser pour si vous voulez, vérifier la signature. C'est-à-dire le service qui va générer la signature, qui va signer le token, il va utiliser un secret privé, le mot de passe. Et après, celui qui va vérifier si la signature est bonne, il doit connaître le même mot de passe. Donc, c'est-à-dire, moi je signe et toi tu vérifies la signature. Moi et toi, on devrait avoir le même secret. C'est-à-dire, ce même mot de passe, on doit l'avoir. Donc, c'est ce qu'on appelle un algorithme symétrique. OK? Alors, HMAC, c'est symétrique. On utilise une seule clé privée pour calculer, pour générer la signature que pour vérifier la signature. Alors que RSA, lui, il est asymétrique. Alors, asymétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour calculer la signature, je vais utiliser deux clés, une clé publique et une clé privée. Okay? Il y a une paire de clés, privée et publique. Moi, pour calculer la signature, pour signer, c'est moi qui choisis la clé privée et publique. Bon, ces deux clés sont liées mathématiquement entre elles, donc ce n'est pas des mots de passe n'importe quoi. Il y a des algorithmes qui sont faits pour créer ce qu'on appelle les deux clés. Donc, pour calculer la signature, je vais utiliser la clé publique et la clé privée. Mais celui qui va vérifier la signature a besoin uniquement de la clé publique. Donc ça, c'est la différence, si vous voulez, entre les algorithmes HMAC et RSA. Alors, dans la crypto, c'est très connu. Donc, HMAC, c'est un algorithme symétrique et RSA, c'est un algorithme asymétrique. Alors, ça, c'est juste pour avoir une idée, mais après, je vais revenir en détail sur ça. Alors, bien sûr, bon, HMAC, il utilise une seule clé privée, mais le problème de HMAC, c'est quoi? C'est que ici, c'est quand vous avez des microservices, par exemple, MS1, le microservice 1, le microservice 2, le microservice 3, vous avez un service d'authentification A, vous avez une gateway, n'est-ce pas? Alors vous avez une application mobile, par exemple, qui veut s'authentifier, il va passer via la gateway, il va saisir son username et son mot de passe. Alors ici, on va vers le service d'authentification, Google Account, il va vers Google Account, on va lui donner le username et le mot de passe. Ben, il va vous authentifier, il vérifie la base de données, tout ça, et après, il va vous générer un token, JWT. Ben, ce token-là, il vous le donne, vous le placez dans l'application mobile. Alors maintenant, votre application mobile, à chaque fois qu'il veut accéder à un service, ben, il envoie la requête dans laquelle il envoie le token. Alors par exemple, si j'envoie la requête vers ce service-là, ben, ce service-là, on va lui envoyer le JWT. Alors maintenant, ce service M1 ou bien M2, il doit vérifier la signature. Comment il va vérifier que ce token-là, la signature est correcte? Et bien tout simplement, c'est-à-dire le service d'authentification qui vient signer, il a utilisé un mot de passe, c'est-à-dire une clé privée, private key, PK. Donc, il a utilisé une clé privée pour générer la signature. Donc, c'est le service d'authentification qui va la choisir. Ben, avec HMAC, eh bien, le service M2, pour vérifier la signature, il a également besoin de connaître la clé privée. Ben, celui-là également, il a besoin de connaître la clé privée.
ce service-là également, il a besoin de connaître la clé privée. Parce qu'à chaque fois qu'on lui envoie le JWT, il doit vérifier la signature. Donc, ce qui fait que si vous utilisez HMAC, vous avez ce qu'on appelle un secret partagé. Vous voyez donc ce secret-là, ce mot de passe qui se trouve chez le service d'authentification, il faut également le partager aux différents microservices. Et c'est un peu dangereux. Pourquoi? Parce que vous savez que, on le dit d'ailleurs, quand on vous dit un secret partagé, quand un secret est partagé, ce n'est plus un secret. Alors, quand vous partagez un secret à plusieurs personnes, et à un moment donné, il y a un risque qu'il tombe entre les mains de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire quand vous avez plusieurs microservices distribués, ben, si le secret est partagé, il se peut que dans un microservice, on peut capter le secret. Et si on a ce secret-là, ben, on peut signer, on peut générer des tokens qui sont conformes et qui sont falsifiés. Et après, on va les donner à des personnes pour accéder aux applications. Et ça, c'est très grave. Donc, ça veut dire que ce secret-là, il doit être vraiment sécurisé. Alors, quand on utilise des secrets partagés comme ça, il y a des solutions qui sont utilisées par les architectures d'entreprise. Il y a un outil qui s'appelle Vault, qui est très connu. Ça s'écrit comme ça. C'est quoi Vault? Oui. Voilà. Alors, Vault, si vous voulez, c'est un outil, c'est le coffre-fort si vous voulez, des mots de passe. C'est-à-dire, si vous voulez partager un secret, vous voulez le partager à plusieurs applications, généralement, on va le cacher dans Vault. Et après, chaque application qui le veut, ben, va communiquer avec Vault de manière sécurisée pour le récupérer. Et comme ça, on est sûr que le secret ne sort pas de voilà, il va pas être divulgué. Mais ça, c'est comme je disais, donc ça veut dire que HMAC, en réalité, on va l'utiliser souvent quand il y a des applications monolithiques. Si vous avez une application monolithique, bon, on peut utiliser HMAC avec un secret privé, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez des applications distribuées, on va plutôt utiliser RSA, qui lui utilise les deux clés privées et publiques. C'est clair pour ça? Monsieur, pour les services d'authentification, on peut faire référence à Keycloak. Alors justement, Keycloak, c'est toute la comme on dit, la Jinaga. Alors Keycloak, justement, c'est le service d'authentification. C'est un service d'authentification. Il ne fait pas appel directement au microservice. Il est rattaché directement. Non, c'est ce que je viens de dire. Keycloak, c'est un outil d'authentification. Ton application mobile, par exemple, quand il veut s'authentifier, il va vers Keycloak. Il va s'authentifier, il récupère le JWT. Mais après, quand il veut, lui, il ne contacte pas. Mais après, ton application, quand il veut accéder à ton compte, il va vers la gateway. Et la gateway va t'envoyer vers le service. Mais à chaque fois, il faut envoyer ce JWT. C'est exactement ce que je viens de dire. Ici, tu vois. Mais Keycloak, lui, il respecte les standards. Parmi donc notamment c'est O2 et OpenID Connect. Donc c'est la même question que votre collègue a posée tout à l'heure. En fait c'est l'authentification en 2, mais ça c'est quelque chose qu'on va c'est la dernière des choses qu'on va traiter après. Hein. Donc ça c'est comment utiliser des outils comme Keycloak. Une question s'il vous plaît, monsieur. Oui. Est-ce que cette architecture que vous présentez là maintenant avec Keycloak, c'est ce qui fait référence aussi à ce qu'on appelle les serveurs LDAP? Non. Alors, ça c'est autre chose, parce qu'en fait, Keycloak, c'est un service d'authentification. Alors, vous lui envoyez, par exemple, avec votre application mobile, votre username et votre mot de passe. Alors, Keycloak, il peut avoir sa base de données dans laquelle il va chercher les utilisateurs et les rôles. Mais parfois, les entreprises ont ce qu'on appelle des annuaires LDAP. En fait, LDAP, c'est un annuaire dans lequel l'entreprise stocke les utilisateurs et les privilèges et tout ça. Donc, ça veut dire que Keycloak lui-même, pour authentifier un utilisateur, il va communiquer encore avec LDAP. Là, il utilise le protocole OpenID Connect, des choses comme ça, pour récupérer pour demander à LDAP, c'est LDAP qui va vérifier le mot de passe, il va lui donner les informations sur l'utilisateur, et puis c'est Keycloak qui va créer le JWT dans lequel il va mettre les informations sur la session.
Donc ça, c'est plutôt donc le cas réel. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Mais dans ce cas-là, tu supposes que LDAP, c'est lui qui gère les identités. Ce qu'on appelle un IDP, Identity Provider. Et Keycloak, lui, c'est un serveur d'autorisation. C'est plutôt pour tout ce qui est l'authentification et les autorisations. Surtout les autorisations. C'est-à-dire la gestion des tokens et tout ce qui va avec. C'est clair? LDAP, c'est pas une base de données? Non, en fait, c'est une base de données, c'est plus que ça. Bon, LDAP, c'est un référentiel, c'est un annuaire, comme Active Directory. Vous connaissez ce que c'est Active Directory? Alors, les gens qui travaillent avec Windows, ils utilisent Active Directory. Et bien, Active Directory, c'est un LDAP. C'est un annuaire. C'est un exemple d'annuaire dans lequel on va stocker les utilisateurs, les utilisateurs, les rôles, les mots de passe et tout ce qui va On avec. peut dire, monsieur, que c'est un Active Directory Lite. Non, c'est un Active C'est un Active Directory, mais c'est Lite. Là, C'est pas vraiment un Active Directory. non, attendez, sauf Active Directory, c'est un annuaire qui respecte, c'est un standard LDAP, c'est un protocole, c'est un standard. Donc Active Directory, c'est un annuaire de type LDAP. C'est-à-dire n'importe quelle application, par exemple, comme Keycloak, qui communique avec les annuaires LDAP, il peut communiquer avec Active Directory. Oui. Donc parce que LDAP, c'est un standard. Bon, Active Directory, c'est un exemple d'annuaire LDAP. Oui. Voilà. Bon. Ça, c'est le header. Donc, le header contient l'algorithme et il contient le type de token. Bon, généralement, c'est JWT. Alors, maintenant, ça, c'est le header. OK? Alors, le header, c'est un objet de JSON. Et le problème, c'est que dans les URL, vous savez, quand vous tapez, par exemple, dans une URL HTTP, etc., dans une adresse d'un site, vous voulez envoyer un token, vous mettez, par exemple, token égal. Si vous voulez envoyer le JWT dans ce forme de token, le problème c'est que les URL n'acceptent pas, il y a beaucoup de caractères qui ne sont pas acceptés par les URL. Par exemple, l'accolade, ça passe pas ici. On peut pas mettre l'accolade dans l'adresse d'un navigateur. On peut pas mettre double quote. On peut pas mettre deux points. C'est-à-dire, on peut pas mettre on peut pas mettre underscore. C'est-à-dire que les URL généralement, on n'accepte pas tous les caractères. Alors, donc, si vous voulez envoyer un JWT, un token au format JSON, vous voulez envoyer des données JSON dans l'URL, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle un encodage. L'encodage base 64 URL. Alors, c'est quoi l'encodage? L'encodage base 64 URL, l'encodage, ça veut dire juste, c'est pas du cryptage. Encodage, ça veut dire remplacer un caractère par un autre caractère. Donc avec l'encodage base 64, on va remplacer l'accolade par quoi? Par E. On va remplacer double quote par Y. On va remplacer A par, ça devient J, etc. Donc l'encodage, c'est juste remplacer un caractère par un autre. Pourquoi on le remplace? Pourquoi on encode? C'est pour adapter le format à la transmission. Parce que je veux envoyer le token, je veux l'envoyer dans l'URL. Or, l'URL n'accepte pas tous les caractères. Donc, je vais l'encoder, changer des caractères par d'autres. Mais quand l'information arrive, c'est-à-dire quand vous faites cet objet de JSON, si vous l'encodez en base 64, ça vous donne ça. Ça vous donne une chaîne comme ça. Et d'ailleurs, si vous voyez un token qui commence toujours par, regardez le JWT. Le JWT commence toujours par ça, par EY. Pourquoi EY? C'est pour l'encodage. Non, c'est l'accolade. Voilà, exactement. Parce que E, c'est l'accolade. Parce qu'un objet de JSON commence toujours par une accolade, comme ça. Et le Y, c'est double quote.
Donc c'est pour cela qu'un JWT, si vous voulez voir, quand vous voyez un token qui commence toujours par EY quelque chose, ben, tout simplement c'est forte chance d'être un JWT. Pourquoi? Parce que du JSON, c'est à peu près ça. Donc il faut faire attention parce que l'encodage, ça ne veut pas dire crypté. C'est-à-dire, si je prends ça, je peux faire l'opération inverse. C'est-à-dire à partir d'une chaîne encodée en base, on peut faire des codes et on obtient le résultat. Ben, vous n'avez qu'à regarder, il y a un site, il y a des sites que vous pouvez utiliser pour... donc, si vous voulez, base 64 URL en code. Bon, ça, il y a des sites comme ça, encoding. Alors, vous prenez par exemple, ça. Vous mettez par exemple ici, vous voyez donc, ça c'est un objet JSON que j'ai créé. Bon, je ne sais pas si c'est visible chez vous. C'est visible ça? Oui, c'est visible. Ouais. Je prends par exemple x de point 1, virgule, voilà, de point 1 par exemple. Ça c'est du JSON et ça c'est y. De point, par exemple, ça c'est par exemple ici, email. Ça c'est l'adresse mail par exemple et ça c'est le nom. Name, de point. Donc vous voyez, donc ça c'est l'information. Et ça c'est, si vous faites base 64 URL en code, ça vous donne ça. Alors si vous prenez ça encore, vous allez faire des codes avec n'importe quel langage. Si vous faites des codes, si vous donnez la valeur ici, des codes, ben, qu'est-ce qu'il vous faites des codes, voilà, il vous donne l'original, voilà, l'information. Donc c'est juste pour vous expliquer ça, c'est important. Encoder, ça veut dire juste remplacer des caractères par d'autres. Alors vous savez, dans le domaine de la crypto, il y a trois choses qu'il faut différencier. Je nomme les trois choses. Il y a l'encodage, le hachage et le cryptage. C'est trois choses différentes. Alors, l'encodage, ça veut dire quoi? C'est ce que je viens de vous dire. L'encodage, c'est remplacer des caractères par d'autres. Mais on cache rien. C'est-à-dire n'importe qui prend le texte encodé, il peut le décoder. Parce que tout simplement, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas une clé cachée quelque part pour en décoder. C'est-à-dire, c'est l'exemple que je viens de vous montrer. Base 64 URL, donc c'est un encodage. Alors, le hachage, c'est quoi? Le hachage, donc, c'est le fait de prendre un texte. Vous prenez par exemple un texte. Et si vous faites le hachage, vous allez le remplacer par un autre texte qui est beaucoup plus grand. C'est ce qu'on appelle un hash. Par exemple, un mot de passe. Si vous prenez un mot de passe 1, 2, 3, 4. Alors, si vous utilisez des algorithmes de hachage comme par exemple Bcrypt ou bien MD5 ou des choses comme ça, c'est des algorithmes Bcrypt ou MD5. C'est-à-dire le hachage, c'est que vous prenez un mot de passe par exemple, si vous le hachez, ben ça devient un texte très grand avec beaucoup de caractères. Mais ça c'est le hash. Mais à partir du hash, je ne peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire si vous avez un hash, à partir du hash, je ne peux pas savoir le mot de passe. C'est quasi impossible. One way. Est-ce que vous voyez la différence entre l'encodage et le hachage? L'encodage, j'encode, décode. Mais le hachage, non. Je prends un texte, je le hash, ça devient un texte. Mais à partir du hash, je ne peux pas faire l'opération inverse. Je ne peux pas revenir au texte original. Et donc le hachage, il est très pratique dans le hachage des mots de passe. Parce que les mots de passe, généralement, il ne faut jamais les stocker en clair dans la base de données.
C'est ce qu'on ne fait pas. Donc il faut stocker que le hash, c'est-à-dire le mot de passe haché. C'est-à-dire, même l'administrateur, quand il accède à la base de données, il ne peut pas connaître votre mot de passe. Parce que dans la base de données, on voit qu'un hash qui est du mot de passe. Et c'est l'application qui est responsable de le hasher avant de le stocker dans la base de données. Alors que le cryptage, le cryptage, c'est pour crypter, vous prenez un texte ou bien un contenu, vous utilisez un algorithme comme RSA par exemple, ou bien HMAC, mais à condition d'utiliser des clés, une clé, ou bien des clés privées, ou bien deux clés publiques. Donc il y a une clé de cryptage. Alors cette clé-là, elle doit être cachée. Donc c'est-à-dire j'utilise une clé avec un algorithme, un texte, il devient crypté. Donc ça c'est le texte crypté. Mais si vous voulez, à partir du texte crypté, on peut, pour revenir au texte original, pour connaître le texte original, il vous faut utiliser le même algorithme, il vous faut connaître la clé. Donc si on ne connaît pas la clé et si on ne connaît pas l'algorithme, on ne peut pas décrypter. Est-ce que vous voyez la différence entre ces trois termes? 1, 2, 3. Oui, pour moi, c'est bien. S'il vous plaît, monsieur. Oui. C'est pour lui, mais là, j'ai une question. Oui. Lorsque un mot de passe est haché et qu'il est en base de données, oui. Vous avez dit qu'il n'est plus possible de faire l'opération inverse. Exact. Dans ce cas-là, lorsque moi j'ai saisi mon mot de passe, comment est-ce que la vérification est faite pour trouver qu'effectivement, le mot de passe que je viens de saisir là, en tout cas, c'est lui qui correspond au caractère haché en base de données. Oui. Comment est-ce que ça se fait? Ouais, alors comment ça se fait? C'est que généralement, quand vous créez votre compte, par exemple, on vous demande de saisir votre mot de passe, password, vous mettez 1, 2, 3, 4, et on vous dirait, il faut le ressaisir une deuxième fois, 1, 2, 3, 4. Donc là, vous avez envoyé votre mot de passe vers l'application. L'application, comme ça. Alors, votre application, il va prendre le mot de passe que vous avez saisi ici, 1, 2, 3, 4. Et après, il va utiliser un algorithme de hachage, par exemple, Bcrypt. C'est ce qu'on va utiliser avec Spring Security, Bcrypt. Il va prendre ce mot de passe là, il va le hacher d'abord, et ça devient n'importe quoi, des nombres, des chiffres, des lettres, etc. Donc votre mot de passe, il est haché. Et après, dans la base de données, vous avez votre password, votre mot de passe, il est haché. C'est un hash. Donc, c'est-à-dire dans le mot de passe, on ne va pas stocker 1, 2, 3, 4, mais on va stocker le hash. OK? Jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc, mon application, elle utilise Bcrypt. Alors maintenant, quand on va s'authentifier, c'est-à-dire quand tu vas s'authentifier, tu vas saisir ton username et ton mot de passe. OK? Bah, tu envoies ton username et ton mot de passe. Tu envoies le password. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'application? Il va vers la base de données, il connaît ton username. Donc, il va vers la base de données, il va chercher dans la table quel est le mot de passe de ce username. Bon, qu'est-ce qu'il va récupérer? Il va récupérer le hash. OK? Donc là, il va récupérer donc le hash du mot de passe. Or, le mot de passe ici que l'utilisateur a saisi, c'est 1, 2, 3, 4. Bah, qu'est-ce qu'il va faire l'application? Bah, on ne peut pas comparer ce mot de passe avec celui-là. Parce que celui-là, c'est le vrai et celui-là, c'est le hash. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'application? Il va encore prendre Bcrypt. Il va encore crypter. Il va hasher le mot de passe 1, 2, 3, 4. Ça donne, par exemple, un deuxième hash. H2. Ça, c'est le H1. Alors, et après, il va comparer ce hash-là avec H2. Si le hash du mot de passe qui se trouve dans la base de données et le hash que je viens de calculer est le même, ça veut dire qu'il s'agit du même mot de passe. Donc, vous voyez, donc, le mot de passe, je sais qu'il est bon, mais je ne sais pas,
Je ne connais pas le mot de passe qui se trouve dans la base de données. S'il vous plaît, Oui. j'ai fait une remarque avec Symfony et puis aussi avec Spring Boot. Lorsque je prends un caractère, par exemple, je prends un mot de passe 1, 2, 3, 4 et que je crée son hash, si je fais le même hash du même mot de passe, les deux hashes ne sont pas du tout identiques. C'est-à-dire que les composants, ce ne sont pas les mêmes lettres. Donc, Ouais, c'est ça. deux choses qui ne sont pas identiques. Alors, et puis c'est on un peu arrive à- bizarre, à- Yak, c'est ça. à- Ouais, Anna, je t'explique. Alors, ça, c'est maintenant les algorithmes. Alors, si vous utilisez des algorithmes comme MD5, MD5, alors MD5, c'est un algorithme de hachage qui est très faible. C'est-à-dire, si vous lui donnez un input 1, 2, 3, 4, il va vous donner un hash X, Y, Z. OK? C'est-à-dire, si vous donnez à MD5 le même mot de passe, il va vous donner le même hash, n'est-ce pas? Et donc, il y avait une dizaine d'années, à l'époque, on utilisait MD5 pour le stocker dans la base. Mais normalement, à partir du hash, on ne peut pas revenir, on ne devrait pas revenir en arrière. Eh bien, avec des algorithmes comme MD5, bah, ils ont trouvé des solutions. C'est-à-dire, il suffit d'utiliser une machine un peu plus puissante, vous faites tourner un algorithme pendant quelques heures, et à partir du hash, on peut retrouver le mot de passe. Donc ça veut dire MD5, c'est un algorithme qui n'est pas fort. Donc on ne l'utilise jamais. MD5, jamais. Parce que si vous utilisez un hachage avec MD5, techniquement parlant, à partir du hash, on peut retrouver le mot de passe. On peut faire l'opération inverse. Ça prend un peu de temps, ça prend quelques heures, 10 heures, parfois 10 jours, pour faire tourner l'algorithme. Mais à partir des hashes, on retrouve les mots de passe. Donc c'est pour cela que d'ailleurs Spring Security n'utilise plus MD5. C'est clair? Alors maintenant, je comprends ta question. Si vous utilisez Bcrypt, Bcrypt c'est un algorithme de hachage qui est très fort. Bcrypt. Alors la particularité de Bcrypt, c'est que quand vous cryptez, vous utilisez un mot de passe 1, 2, 3, 4. Et si vous faites en code, vous allez le hasher, ça va vous donner un hash H1. Alors, la deuxième fois, si vous lui donnez encore 1, 2, 3, 4, d'ailleurs, c'est votre question. Si vous le hashez encore une deuxième fois, ben, il vous donne un hash qui est différent. Vous trouvez H2, H1 il est différent de H2. Et c'est un peu bizarre. Alors, comment on va résoudre ce problème de comment comparer les mots de passe alors que les hashes ne sont pas les mêmes? Et bien la réponse c'est quoi? C'est parce que dans le hash qu'il fait là, parce que quand il hash, il utilise la date system, timestamp. Et dans ton hash, on trouve des informations sur la date, la timestamp où on l'a hashé. Par exemple, ici la première partie, donc c'est timestamp. Donc, quand on va comparer les hashes, on peut tout simplement savoir, même si c'est deux hashes qui sont différents, mais on peut savoir qu'ils sont les mêmes. Parce qu'en réalité, ce qui change, c'est juste le temps où on l'a haché. Donc, c'est la date qui rentre et qui complique un peu le... Donc, à partir du hash, si tu veux retrouver le mot de passe, ça devient très compliqué. Tu peux faire tourner... l'algorithme dans des machines, il faut attendre des années pour retrouver le mot de passe. À moins quand il y aura les ordinateurs quantiques, et là ça va changer tout, parce que les ordinateurs quantiques ils sont tellement rapides qu'à partir d'un hash on peut retrouver le mot de passe. Ça veut dire qu'on peut casser carrément les systèmes de sécurité du monde, et donc les algorithmes doivent changer encore, on va encore utiliser d'autres algorithmes, etc. Bon, c'est ça la vie, c'est comme ça que ça avance. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, monsieur. C'est très bien. C'est très bien compris. Ok. Donc voilà, donc ça c'est le header. Alors maintenant, comme je disais, donc le JWT, il y a trois parties. Il y a le header. Donc le header c'est ça. Point payload. Alors le payload c'est ça. Alors le payload c'est un objet JSON qui contient un ensemble d'informations.
Les informations, c'est ce qu'on appelle les claims. Les claims, c'est-à-dire les revendications. Alors, dans les claims, il y a des claims standards. Par exemple, sub comme ça, subject. Alors, c'est quoi subject? Subject, ça représente username. User ID. C'est l'ID de l'utilisateur. ISS, c'est-à-dire l'issuer. L'issuer, ça représente quoi? Ça représente l'adresse de l'application qui a généré le token, le JWT. Bon, généralement, on trouve l'adresse du serveur qui a fait l'authentification ici, l'issuer. C'est-à-dire celui qui a délivré le token. Il y a également un claim qui s'appelle l'audience. L'audience, c'est tout simplement, on met le public cible. Par exemple, on peut spécifier que ce token il est destiné pour les applications web, les applications mobiles. On peut mettre ce qu'on veut, peu importe. Et puis, vous avez 3 dates qui sont très importantes. Il y a 3 dates. La première, c'est la date d'expiration. La deuxième, c'est not before. Et la troisième, c'est issued at. Alors, la date d'expiration, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la date à partir de laquelle le token n'est plus valide. Alors, vous voyez ici, la date, elle est écrite en format time. Vous savez qu'une date, quand vous créez une date, si vous faites getTime, ça vous donne un chiffre. Ce chiffre-là, ça représente quoi? Ben, ça représente tout simplement le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis 1970. Une référence en tout cas. C'est-à-dire une date, on peut toujours la convertir en un nombre. C'est-à-dire se forme ce qu'on appelle time. Et donc à partir de ça, on peut connaître la date, il n'y a pas de problème. Donc la date expiration, c'est la date d'expiration. Par exemple, à partir de cette date-là, le token n'est plus valide. Alors la deuxième date, c'est not before. Alors ça veut dire, c'est quoi le rôle de not before? C'est-à-dire, je peux générer par exemple, je laisse not before après. La deuxième date, c'est issued at. Alors issued at, c'est-à-dire c'est la date de génération du token. C'est-à-dire ce token-là, il a été généré à cette date. Ça, c'est la date D1. C'est-à-dire ce token, il a été généré à la date D1 et il va expirer à la date D2. Mais à partir de quelle date je peux l'utiliser? C'est à partir de la date D3. Et la date D3, c'est not before. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux générer par exemple un token aujourd'hui, D1, et je ne peux commencer à l'utiliser qu'à partir de demain. Et demain, c'est not before, c'est-à-dire à ne pas utiliser avant. C'est-à-dire, si par exemple, not before c'est D3, ça veut dire que le token il est généré à la date D1, et je peux commencer à l'utiliser à partir de D3, et il va expirer à la date D2. Donc ces 3 dates-là sont importantes. Généralement, not before, il est rarement utilisé, c'est-à-dire sa valeur elle est nulle. Donc s'il est nul, c'est-à-dire que le token, on peut commencer à l'utiliser à partir de issued at, à partir de la date de génération du token, et après il va expirer à cette date. Mais si not before est précisé, ça veut dire que ce token ne peut être utilisé qu'à partir de la date not before. Est-ce que vous avez compris le rôle de ces 3 dates? Pour moi, c'est clair. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, après, il y a d'autres claims, notamment GTI. GTI, c'est l'identifiant du token. En fait, l'identifiant du token, c'est un identifiant qui permet d'identifier le token. Alors, maintenant, le token, il a un identifiant, peu importe. Et après, tout ça, c'est ce qu'on appelle des claims plutôt, c'est des claims enregistrés. Registered claims. Et après, on peut ajouter des claims privés. C'est ce qu'on appelle private claims. Comme par exemple, je peux ajouter name, le nom, les rôles, l'adresse mail, le téléphone et tout ce que je veux. C'est-à-dire toutes les données de la session, je peux les ajouter, etc. Donc, il y a des champs qui sont les mêmes toujours. Ils ont le même sens pour toutes les applications. Mais il y a des champs qui sont propres à chaque application. C'est-à-dire on peut mettre email, on peut mettre l'adresse mail. Il y en a ceux qui vont mettre peut-être la photo de profil
Ça dépend des applications. Donc ça c'est payload. Alors donc payload, c'est la session. C'est là les informations sur la session. Il y a les rôles, il y a tout ce qui concerne l'utilisateur. Alors la même chose, le payload, on va faire base 64 URL encode et ça va nous donner ça. Donc vous voyez, donc ça c'est le header et ça c'est le payload. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste la signature. Donc il y a le header, il y a le payload. Maintenant, il nous reste la signature. Alors maintenant, comment, c'est ça la question, comment on va calculer la signature? Regardez bien. Alors l'astuce est le suivant. On va prendre cette chaîne-là, on va prendre le header.payload. C'est-à-dire, on va prendre ce header-là, on va ajouter un point, on va lui ajouter le payload. Et après, ce header et payload, on va leur donner un algorithme de hachage qui est HMAC, HS 256. HMAC. Et après, comme c'est HMAC, on va utiliser un secret privé. Donc, private key. C'est-à-dire un mot de passe, une clé privée. Alors, si vous prenez ce header avec le payload et vous utilisez HMAC avec ce secret privé, ben on va créer un hash. On va hasher. C'est-à-dire, si vous voulez, ce hash-là, c'est le hash du header et du payload. On va le hasher. Et bien, ce hash-là, c'est ce qu'on appelle la signature. Alors, vous voyez, donc, c'est quoi une signature numérique? Une signature numérique, c'est un hash qui est calculé à partir d'un texte. Remarquez une chose qui est très importante, c'est que la signature, elle dépend de quoi? La signature, elle va dépendre de quoi? Vous avez dit qu'on prend le header. Il va prendre du header, il va dépendre du payload et il va dépendre de la clé privée. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui change quelque chose sur le payload, vous arrivez là, dans les rôles, vous voulez ajouter quelque chose. Si on change le payload ou bien on change quelque chose dans le header, et bien tout simplement, là, on peut le savoir. Parce que la signature, avec la signature, on peut le savoir. Donc, c'est-à-dire, si vous faites ça, vous prenez donc par exemple, HMAC, vous lui donnez le header, le payload, avec le secret, ben, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne la signature, ça. Et donc, finalement, votre token, votre JWT, c'est ça. C'est le header.payload.signature. En fait, il y a un site qui est intéressant à voir, c'est jwt.io. Alors, si vous allez vers jwt.io, ici, donc, vous pouvez voir... en fait, ici, un token. Par exemple, ici, j'ai un token. Vous voyez le header. Vous avez le payload. OK. Alors, ce payload-là, donc, vous pouvez le modifier. Alors, ça, c'est... Je pense qu'ils ont changé un peu l'architecture. Mais en tout cas, ici, vous avez le header, vous avez le payload. Et vous avez ici donc, ça c'est HMAC. Ça, vous pouvez ajouter des données ici, peu importe. Vous avez un secret quelconque, et ça vous calcule la signature. Donc, ça vous donne ça. Ça vous donne, c'est-à-dire ça c'est le header, ça c'est le payload, et ça c'est la signature. Voilà. Alors ici, je crois qu'ils ont changé la version. Oui, ils ont changé le design. Oui, ils ont changé le design et je vois que ça a été fait récemment. Les claims. Bon, normalement, ça générait des exemples. Ah,
C'est ça. HMAC par exemple. Ici. Bon, en tout cas, donc ici vous pouvez regarder un peu par exemple si j'utilise de telles valeurs, les claims, voilà. En tout cas, bref. Ça vous donne ça. Alors, il faut juste comprendre une chose, c'est que maintenant, comment on peut savoir si comment je peux savoir si un JWT est falsifié ou non? C'est-à-dire, supposons, moi je suis le serveur d'authentification et je vous ai donné un JWT qui contient JWT dans lequel vous avez le header, le payload et la signature. Voilà. Alors maintenant, vous allez m'envoyer ce JWT. C'est-à-dire, vous voulez accéder à l'application. Vous m'envoyez le JWT. Moi, comment je vais vérifier si la signature de votre token est bonne? Et bien, ce que je vais faire, je vais prendre le header et le payload du JWT que vous m'avez envoyé. Et bien, je vais regarder le header. Qu'est-ce que je vais trouver dans le header? Je vais trouver que l'algorithme utilisé, c'est HMAC. Donc, je vais utiliser HMAC 256. Alors maintenant, pour vérifier, j'ai besoin du secret. Il faut connaître le secret. Parce que si je ne connais pas le secret, je ne peux pas vérifier la signature. Donc ici, je vais utiliser le secret. Donc, supposons que je connais le secret. Et à partir de ce header et de ce payload, je vais générer la nouvelle signature, S2. Et comment je peux vérifier est-ce que ce token est valide? Eh bien, je vais prendre cette signature-là qui se trouve dans votre token. Je vais la comparer avec celle que je viens de générer. Alors, si c'est la même, ça veut dire que votre token est valide. Mais si vous avez modifié quelque chose dans le header ou bien dans le payload, je vais obtenir une signature qui est différente. Et dans ce cas-là, je vais trouver que la signature n'est pas bonne et je vais le rejeter. Donc, vous voyez, donc c'est ça, grâce à la signature numérique, vous avez quelque chose qui s'appelle la confiance numérique. C'est comme ça qu'on fait des signatures numériques d'une manière générale. Bon, ça vous donne une idée déjà. Monsieur, oui. Concernant la digital signature, oui. N'est-ce pas, on doit faire ça avec RSA? Ça marche seulement avec RSA. Oui, alors maintenant je vous montre avec ici HMAC parce que c'est plus simple à expliquer. Mais en réalité, on va utiliser RSA et après on va utiliser deux clés. Donc si vous utilisez deux clés privées et publiques, ça veut dire que celui qui va générer la signature, il va utiliser la clé privée et publique. Et dans ce cas-là, la clé privée, il va rester chez lui. Mais moi, pour vérifier la signature, j'ai besoin que de la clé publique. Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de la clé privée pour vérifier la signature. L'avantage, c'est que celui qui vérifie les signatures, il ne connaît pas comment générer des nouvelles signatures. Celui qui détient les deux clés, qui peut signer. Mais celui qui a la clé publique, il ne peut que vérifier la signature. Donc, c'est pour cela que généralement, au lieu de HMAC, on va utiliser souvent RSA. Et là, c'est le même principe de la signature digitale. Sauf que dans la signature digitale, on utilise RSA. Donc, dans ce cas-là, les clés, ça devient des certificats. Et le certificat, c'est qui va les générer? Il faut avoir des autorités qui sont compétentes, etc. Et ça, on rentre dans vraiment la confiance numérique. Mais ici, donc, c'est pas le cas. C'est des signatures, mais dans lesquelles on a le choix de travailler avec RSA ou bien HMAC, comme vous voulez. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que après, bon, vous allez voir, quand on va créer des applications avec Spring Security, nous allons voir comment faire ce genre de situation. Et nous allons voir comment générer les JWT, comment on va Mais ce slide-là, il est extrêmement important. Vous voyez, donc je suis resté sur ce slide beaucoup de temps. Mais ça, c'est quand vous faites souvent des entretiens dans tous les métiers, que ce soit le DevOps ou bien le data ou encore l'ingénierie ou logiciel ou n'importe quel métier, la sécurité, ça fait partie des connaissances de l'ingénieur. Il dit que donc, quand on vous pose la question, c'est quoi un JWT,
bah, il faut toujours se rappeler qu'il y a le header, il y a le payload. Vous vous rappelez ce slide-là, ça vous donne une idée. Qu'est-ce qu'il y a dans le payload, c'est quoi le base 64 URL, etc. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. Bon, voilà, je pense que l'étape suivante, ça va être Spring Security. Mais ici, donc, je ne vais pas parler aujourd'hui de Spring Security parce que ça, c'est la partie pratique. Donc, vous allez la trouver directement sur Classroom dans l'activité pratique. En attendant la prochaine séance dans laquelle je vais reprendre à peu près la démo que vous allez trouver sur Classroom. Et après, on va voir que tous ces concepts-là, c'est des concepts de l'ingénieur, mais pour les mettre en œuvre, bah, grâce à Spring Security, bon, c'est heureusement, quelques lignes de code, on arrive à sécuriser les applications, mais il faut comprendre tout ça. Voilà, alors je vais m'arrêter à ce niveau-là, donc je pense qu'on a pris du temps. Je vais m'arrêter là. Je dois aller manger quelque chose, parce que sinon je serai cuit, je serai mort. Monsieur, moi j'ai une question, mais je vais la laisser. Ah bah, je croyais que tu allais me dire j'ai quelque chose à te donner à manger. On va transmettre la séance prochaine. Et on vous laisse vous le poser. Oui, alors tu laisses, oui, tu peux la laisser jusqu'à la semaine prochaine, sinon tu peux me l'envoyer, je te réponds. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend, je dois aller le voir et justement, on doit sortir pour manger quelque chose et voilà. Merci monsieur, bon appétit. Yallah. Moi j'ai une question, je vais l'envoyer sur WhatsApp. Alors, Merci monsieur. alors si c'est des questions rapides, oui, mais sinon on laisse. C'est une question hors sujet. Hors sujet. Alors non, ça tu laisses hors sujet après. Hors sujet, dit hors sujet. Ok. Moi, alors c'est juste s'il y a des questions, vous. Oui. Ma question c'est pas ça, c'est une question qui peut être très longue. Ah là, qui peut être très longue, donc tu laisses après. Moi, mes questions, c'est à propos du master, je vais l'envoyer sur WhatsApp. Ok, en privé. Ça marche. Voilà, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir. Ça marche.